j'ai pour habitude désormais de finir mes périodes fiscales vers le 15 avril. Alors, l'objectif pour mes collaborateurs 2023, ils l'ont déjà, ça a déjà été annoncé, c'est le vendredi 13 avril. Je crois que c'est un vendredi. Voilà. Donc, si vous êtes inscrit, c'est que vous êtes subjugué par le sujet et que potentiellement vos périodes fiscales ne se terminent pas forcément le 15 avril. Et malheureusement, comme beaucoup de confrères et de consoeurs en France, mais j'ai connu ça, ça s'étire sur le mois de mai et puis et pire encore, effectivement, vers peut-être le mois de juin pour les derniers dossiers. Puis on court dans tous les sens et puis on est énervé, on est fatigué et puis on arrive sur les genoux au mois de juillet. Donc moi, mon discours est relativement simple. Paris, c'est pas fait en un jour, donc du jour au lendemain, vous finirez pas votre période fiscale au 15 avril, donc ça, je plante le décor. Mais la balle est dans votre camp et c'est une question de volonté. Ce que je vais également vous demander, parce que si pendant 1 heure et demie je parle comme ça, c'est pas drôle. Alors vous allez lire vos mails, vous allez traiter vos dossiers en même temps, mais effectivement parler devant un écran pendant 1 heure et demie, c'est vraiment pas drôle. Donc vous avez donc les questions-réponses ou discussions pour interagir. Ce qui pourrait être sympa, c'est effectivement de poser des questions, faire part de vos remarques. Comme ça me permet de rebondir sur les choses. C'est ce qu'on fait régulièrement au club fiscal, parce qu'effectivement, pour ceux qui sont adhérents du club fiscal, vous avez dû me voir régulièrement sur les webinaires du jeudi matin. Donc, je vous invite à adhérer au club fiscal du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Donc, c'est quand même plus sympa d'avoir effectivement des questions et de pouvoir rebondir, parce que sinon, c'est pas top en termes d'animation. Donc, je n'étais pas sur le bon écran. Voilà. Je vais commencer par une introduction et puis après, il y a un sommaire relativement simple, mais qui permet d'avoir un fil pour discuter, parce que je veux que ça soit on va dire une discussion pas de café du commerce, mais une discussion qu'on peut avoir dans les différentes manifestations ECF auxquelles on participe, que ce soit les congrès, parce que l'intérêt de ces manifestations, c'est qu'on se rencontre et puis on peut échanger. Puis souvent, l'échange est plus facile parce qu'on rencontre des confrères, des consoeurs de l'autre bout de la France, donc c'est plus facile d'échanger quand on est à 800 bornes l'un de l'autre que si on est à 30 km, parce que le risque, on a peur que peut-être que le confrère vienne nous piquer des dossiers ou inversement, donc on peut plus difficilement parler de ces problématiques. Et donc, c'est important et je me suis nourri effectivement de tout ça. Alors, je vais commencer par une petite introduction. Et l'introduction, alors, je vais être très égocentrique et centré sur moi-même, pas que je sois le meilleur, mais en fait, l'idée de l'introduction, c'est finalement introduire les idées que je vais vous développer. Une chose est sûre, c'est que je vais vous parler de mon expérience qui fonctionne à mon niveau dans mon cabinet par rapport à mon mode de fonctionnement, un mode de fonctionnement que j'ai mis en place, mais c'est surtout lié à ma personnalité, puisqu'on a tous des personnalités différentes, des caractères différents, et des choses qui fonctionneront chez moi ne fonctionneront pas forcément chez vous. Mais l'idée, c'est de vous faire part de mes idées, de mes convictions, puis après, vous en nourrissez pas, c'est pas un souci, moi, ça me dérange pas. Peu importe à quelle date vous finissez votre période fiscale, c'est à vous de voir. Mais si vous pouviez finir un peu plus tôt, ça serait pas plus mal, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de notre profession, d'un côté, on a une prérogative d'exercice professionnel, et donc on se veut les chantres, effectivement, de la comptabilité, puisque c'est notre prérogative. Mais d'un autre côté, si on sort les bilans de nos clients au mois de mai, on n'est pas super crédible par rapport aux nouveaux acteurs qu'il y a sur le marché qui veulent nous tailler des croupières, avec de la comptabilité totalement automatisée, avec des campagnes de publicité plus ou moins agressives en disant il est temps de résilier votre contrat, on est le 25 septembre avec votre expert comptable actuel, nous on va vous proposer de faire vous-même votre comptabilité pour beaucoup moins cher. Donc je ne vais pas citer effectivement, mais vous avez tous en tête effectivement cette communication. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, plus vite, plus tôt on sortira nos comptes, qui est actuellement effectivement notre vache à lait, et plus vite et en parallèle, on pourra faire d'autres choses, puisqu'on parle de tableau de bord, on parle de comptabilité prédictive, mais effectivement, si on est noyé dans le quotidien, je ne vois pas trop comment on peut faire le reste. Mais après, peut-être que vous arrivez à le faire, mais ça m'intéresse de savoir comment vous le faites. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. On commence en 2000. En 2000, j'arrive en cabinet d'expertise comptable. J'étais content, je sors de l'école. Et qu'est-ce qui se passe? On met dans un bureau, je n'avais même pas d'ordinateur, puisqu'on
mordait pas. Enfin bon, j'étais super bien accueilli, mais bon, à cette époque-là, effectivement, on s'accrochait un peu plus peut-être que maintenant. Maintenant, on soigne un peu plus l'accueil de nos jeunes recrues. Et donc, j'ai été pris en main par une collaboratrice, Marilène, pour ne pas la nommer, qui, effectivement, s'est occupée de moi au début pour m'expliquer un petit peu comment fonctionnait le cabinet et comment on traitait un dossier, parce qu'on a beau avoir fait, à ce moment-là, j'avais le DESCF, j'étais heureux, j'avais fait mes études, je connaissais plein de choses, j'étais persuadé d'être brillant. Et finalement, devant un dossier, devant l'ordinateur, par quel bout je prends le dossier, comment je le traite, je ne savais pas. J'avais la théorie, mais la pratique, effectivement, j'étais très loin de cette pratique. Et donc, j'ai été pris en main par une collaboratrice, mais potentiellement, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle encore. C'est un nouveau collaborateur arrive, il est pris en main par un collaborateur qui va lui montrer au mieux de ses compétences, effectivement, comment il utilise les outils, comment et organiser effectivement le cabinet. Donc, vous vous doutez bien qu'il peut y avoir effectivement de la déperdition. Après, je vais avancer dans les années. Donc, j'avance en cabinet, je fais des périodes fiscales comme celles qu'on connaît majoritairement dans les cabinets. Donc, on arrive tôt le matin, on part tard le soir. Et puis, au mois de mai, les dossiers ne sont pas encore tout à fait terminés. On bosse le 1er mai, le 8 mai, le lundi de Pâques, on bosse les week-ends. Et puis, voilà. Donc, ça, c'était effectivement ce qui se passait. Parce que je manquais d'expérience, parce qu'on n'était pas forcément très bien organisé, et je le voulais bien aussi, parce que j'avais un objectif, c'était de devenir expert comptable, et je partais du principe que plus j'en faisais, plus je prenais d'expérience, et plus vite je serais expert comptable. Voilà, arrive 2006, début 2006, on me propose de reprendre un cabinet d'expertise comptable, donc le cabinet dans lequel je suis, et de devenir associé du cabinet dans lequel j'exerce. Donc à ce moment-là, j'ai 27 ans. Tout va bien, je ne me pose pas de questions, ok, on y va. Donc, on y va. Je me retrouve à reprendre un cabinet avec une dizaine de collaborateurs. Et puis là, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que je débarque dans un cabinet. En 2006, il y avait une machine à écrire et il y avait un Minitel. C'était assez surprenant. C'est assez surprenant. Et notre première période fiscale, alors qu'on utilisait un logiciel qui s'appelait Cisco, qu'on imprimait les grands livres à l'imprimante matricielle, que les OD étaient passés à la mano sur le grand livre, puis repassés sur l'ordinateur, qu'on préparait les liasses manuellement, qui étaient ressaisis par une collaboratrice après, le 27 avril 2007, les dossiers étaient bouclés et en plus, on ne faisait pas de télétransmission. Donc là, je me suis posé des questions en me disant, mais comment se fait-ce? Comment se fait-ce que nous, avant, on télétransmet, on est entre guillemets à la pointe des logiciels de comptabilité, tout ça, on sort péniblement au 15 mai, puis bien sûr, les dossiers en vrac, on ne fait pas la saisie, on fait les TVA à la bande pour l'exercice suivant, enfin voilà. Et là, dans ce cabinet, entre guillemets, travaillant encore à l'âge de pierre avec du papier, enfin des choses que je n'avais pas connues, pas de télétransmission. Le 27 avril, c'est bouclé, les collaborateurs 42 heures en période fiscale, et à 6 heures, ils sont partis, à midi 5, il n'y a plus personne dans les bureaux. Enfin voilà, j'avais l'impression que c'était le Club Med. J'ai compris qu'il y avait une problématique effectivement d'organisation. Manifestement, le cabinet que j'avais repris était plutôt bien organisé, contrairement effectivement à nous, dans notre cabinet, entre guillemets, ultra moderne, où on courait dans tous les sens, mais finalement, on brassait beaucoup de vent. Alors, pourquoi il était bien organisé? Parce que les clients étaient cadrés, parce que les tâches à faire étaient ordonnancées, parce que tout le monde pratiquait exactement de la même façon, parce que les collaborateurs maîtrisaient l'outil, puisque ça faisait 15 ans, c'est pas plus qu'ils utilisaient ce logiciel Cisco qui allait disparaître 2 ans après, mais ils avaient tous les raccourcis et ils maîtrisaient les choses, parce que les collaborateurs étaient encadrés et managés. Voilà. Et donc ça, c'est des points qu'on va revoir, parce que c'est des points finalement qui sont simplistes, qu'on connaît tous, quand on en discute dans notre café du commerce au niveau des congrès ou autres, on discute, tu fais ci, tu fais ça, puis finalement, derrière, on ne les applique pas. Et donc, il va falloir réfléchir à un moment donné, se dire,
travailler sur soi-même, travailler sur Bibi, Bibi c'est moi, enfin Bibi c'est vous, et vous dire, à un moment donné, je prends les choses en main, et puis ça peut plus continuer comme ça. Alors peut-être que vous aimez effectivement avoir ces périodes fiscales à rallonge, avoir l'impression d'être utile, de bosser, et puis si on finit un peu plus tôt le soir, si on travaille un peu moins, on a l'impression qu'il y a un vide, il y a un manque. La problématique, il faut reconnaître et avoir conscience qu'on est des malades de boulot. Et donc, on travaille beaucoup. Alors, ce n'est pas parce que je finis la période fiscale le 15 avril que je vais forcément moins travailler que vous, mais je vais travailler effectivement différemment. Donc, voilà, j'ai planté le décor avec ces convictions, mais ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est que la balle est dans votre camp et c'est vous qui pouvez décider de ne plus subir et effectivement de changer de changer les règles. Alors, je vais commencer par ce qu'on appelle les lois économiques. Alors, je vois que cette introduction vous a passionné, puisque pour l'instant, je n'ai pas de questions, pas de remarques, mais il ne faut pas hésiter à interagir. Je vais le répéter parce que sinon, ça peut être un petit peu long. Donc, j'ai fait une slide sur ce qu'on appelle les lois économiques. Alors, loi, je l'ai bien mis entre guillemets parce qu'on n'est pas effectivement dans des sciences dures avec les mathématiques ou les physiques, avec la diffraction, réfraction, enfin avec différentes choses. On est sur de l'économie et vous le savez aussi bien que moi, on a fait des études, on a appris plein de choses au niveau économique et puis en fonction des temps, en fonction de la situation qui passe, on a différents économistes qui nous ont fait part effectivement de leurs réflexions et puis on se nourrit effectivement de tout ça. Mais à mon sens, c'est intéressant de s'intéresser à ces lois et puis de se les rappeler parce que effectivement, ça peut être utile. Bon, on connaît tous effectivement la fameuse loi de Pareto, 20% de l'énergie produit 80% des effets. Alors, pour un petit historique, Pareto, effectivement, s'est intéressé à l'administration, effectivement, et s'est rendu compte que l'administration avait tendance, effectivement, à gonfler et à s'auto-créer du travail. Il fallait rembaucher des personnes pour gérer les personnes qui avaient été embauchées. Donc, je vous invite toujours dans vos réflexions et dans l'organisation de vos cabinets à vous dire effectivement que finalement, en jouant sur un levier ou deux leviers, ça peut avoir des impacts effectivement extrêmement importants. Alors moi, je traduis différemment, pas vouloir courir tous les lièvres à la fois. Alors, pourquoi je traduis comme ça? Parce que, comme je vous l'ai dit, l'organisation que j'ai mise en place dépend de ma façon de fonctionner, mon mode de fonctionnement. Je suis incapable de courir plusieurs lièvres à la fois. Pourquoi? Parce que j'ai été éduqué d'une certaine façon où quand on fait les choses, on les fait bien, mais sur une chose. Et après, on passe à autre chose et on ne se disperse pas. Il y a des personnes qui sont capables de faire plein de choses à la fois. Donc, je ne vous empêche pas de les faire à la fois, mais c'est ce mode de fonctionnement qui me convient parce que j'ai été éduqué comme ça. Alors, on a la loi de Parkinson, le grand classique, c'est j'étale la confiture, plus j'ai de temps, plus la tâche prend de temps. Donc ça, on connaît bien ça en cabinet et finalement, c'est peut-être contre-productif. C'est-à-dire que, et moi le premier, c'est pareil, je suis pas le meilleur, plus j'ai de temps, si j'ai une heure pour faire quelque chose, je vais prendre une heure. Si j'ai un quart d'heure, je vais me débrouiller pour que ça tienne en un quart d'heure. Et effectivement, comme on a peur que nos collaborateurs s'ennuient, effectivement, on a toujours tendance à les charger, à remettre un dossier, puis il faut en remettre un autre. Parce que sinon, s'ils ont passé le dossier derrière, ils vont prendre plus de temps. Et donc, derrière, ils ne sont pas forcément productifs. Donc, ça, effectivement, c'est quelque chose à regarder. Cependant, il faut faire attention de ne pas trop tirer sur la corde. Parce qu'effectivement, à force de mettre des dossiers aux collaborateurs, à un moment donné, la corde, elle se tend, elle peut péter. Et à mon sens, effectivement, ça coûte moins cher de conserver ses collaborateurs, même si ce n'est pas les meilleurs du monde. Ça coûte moins cher en temps et en énergie de conserver des collaborateurs plutôt que d'avoir à les remplacer. Pourquoi? Parce que si effectivement vous devez remplacer des collaborateurs, encore faut-il les trouver. Voilà. Et je peux vous dire, moi je suis en zone extrêmement rurale, je suis à une heure de toute grande ville, alors sachant que les grandes villes, c'est Auxerre, Troyes, Chaumont, Dijon. Donc effectivement, on ne peut pas dire que ce soit des très grandes villes. Donc effectivement, encore faut-il trouver du personnel. Derrière, on n'en trouve pas, donc on fait appel à des boîtes de recrutement qui vous prennent entre 15 et 20% de la rémunération brute.
vous accueillez de nouveaux collaborateurs, il y a du temps de formation, du temps de mise en place, donc ça coûte effectivement un fric monstre. Donc, effectivement, peut-être qu'il faut réfléchir et de se dire, il faut peut-être moins charger les collaborateurs, mais j'y reviendrai. Alors, la loi de Carlson, faire un travail en continu prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois. Donc ça, c'est le truc classique quand on traite nos dossiers. On sait très bien que si j'ai tous les éléments, que je dois faire mon bilan, j'attaque mon bilan, je le fais de A à Z, ça prendra moins de temps que, effectivement, si je le prends une première fois. Derrière, je fais la demande de renseignement au client. Une semaine après, je récupère, je le reprends. Ah, il me manque des éléments. Et ainsi de suite. Et finalement, je vais prendre 4 fois, effectivement, pour le faire. Donc ça, à réfléchir. J'y reviendrai également. La loi de Murphy, quand c'est mal parti, ça va empirer. Alors ça, on l'a tous connu. On fait une cagade dans un dossier, alors plus ou moins grosse, et puis derrière, on rattrape, et puis il y a toujours un truc qui va mal. C'est un grand classique, ça arrive à tout le monde. Quand c'est mal parti sur un dossier, en principe, on a du mal à le rattraper. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a intérêt à le rattraper. Et la loi de Murphy, le problème de quand c'est mal parti, potentiellement, quand on est à l'arrache, quand on est en stress, c'est là qu'on fait des erreurs. Quand on est en sur-régime, effectivement, qu'on se dépêche pour finir les dossiers parce qu'on est à la date limite, on va rater des trucs, on va rater des choses et on va s'y reprendre. Et puis derrière, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, il va falloir effectivement reprendre les choses. Ah, ça y est, j'ai des remarques, c'était en dessous, je suis désolé. Tac, tac. On est toujours à la recherche d'espérance. L'introduction va dans ce sens. Je suis ravi de donner espoir. OK, donc c'est dans questions-réponses que je vois les textes. Voilà, mais il faut que je pense à descendre parce qu'ils ne s'affichent pas en tête de gondole. Allez, c'est reparti. Loi de Murphy, donc quand ça va mal, ça va empirer. Voilà. Alors, la loi de Douglas, plus on a de place dans son bureau, plus on s'étale. Donc ça, j'ai fait l'erreur stratégique quand j'ai refait le cabinet il y a 10 ans de prendre les bureaux les plus grands possibles pour mes collaborateurs. Parce que je parlais du principe qu'il leur faut des grands bureaux. Donc, il y a 10 ans, je leur ai mis double écran avec des bras articulés, des bureaux immenses pour qu'ils aient de la place. Et en fait, plus il y a de place, plus ils mettent de dossiers dessus. Et donc, régulièrement, je leur dis, enlever les dossiers. Parce que de toute façon, on peut avoir 10 dossiers sur son bureau, on ne va pas traiter les 10 dossiers. Puis quand on voit cette montagne-là, ce n'est pas bon pour le moral parce qu'on se dit, oh là, j'ai tout ça à faire. Donc, autant ranger les dossiers dans les armoires et puis rien n'empêche d'utiliser Outlook avec les tâches en mettant dans Outlook, voilà, j'ai ça à faire et puis mettre la tâche qui va ressortir, on y reviendra, qui va ressortir dans 15 jours parce que c'est dans 15 jours, plutôt que d'avoir après aussi plein de papiers sur le bureau. Voilà. Autre élément, et ça on l'oublie très souvent, la loi de Hofstadter, les choses prennent plus de temps que prévu. Ça, c'est un grand classique. C'est qu'on prévoit effectivement 1 heure et puis finalement, on va mettre 1h30. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? On va être dérangé par le téléphone, on va être dérangé par les mails, on va être dérangé par les SMS, par les différentes notifications, par le collègue qui va nous poser une question. Et donc, finalement, le travail qu'on voulait faire en continu qui prend moins de temps, derrière, ça va prendre plus de temps parce qu'il y a différentes distractions, effectivement, qui viennent nous impacter. Mais il y a aussi, on s'était dit, oui, en 1 heure de temps, ça doit passer. Puis finalement, ça prend plus de temps, notamment quand on fait la première fois quelque chose. Ça, c'est un grand classique qu'on connaît quand on change de logiciel. On va se dire, ah, je vais changer de logiciel, je vais passer à tel logiciel parce que ça va changer ma vie. C'est extraordinaire, ça va changer ma vie. Mais le temps de migration, effectivement, on prend effectivement toujours plus de temps. Je vous rappelle que dans mon introduction, je vous ai dit qu'on avait sorti les bilans la première année le 27 avril, parce que alors qu'on ne faisait pas de télétransmission, alors qu'on utilisait Cisco et qu'on travaillait à la mano. Donc, ce n'était pas un problème de logiciel, parce que l'année suivante, on a basculé, on a migré sur Quadratus, qui, à ma connaissance, est un pas trop mauvais logiciel de comptabilité. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? On est arrivé au 15 mai en télétransmission, on a fini tant bien que mal les dossiers. On n'était plus à 42 heures, mais à 44 heures par semaine. Les collaborateurs étaient usés. Et quand j'aurais demandé qu'est-ce que vous pensez du logiciel, le logiciel, il est bon à acheter. Voilà. Parce que derrière, ils avaient souffert le martyre, parce qu'il a fallu tout mettre en place. Alors que leur logiciel qu'ils connaissaient depuis 15 ans où tout était calé, ça tournait comme il faut. Alors, je vous rassure, l'année suivante,
tout était rentré dans l'ordre. Mon discours n'est pas de dire qu'il ne faut pas changer le logiciel. Le discours est de dire qu'il ne faut pas penser que le logiciel va tout faire et que derrière, il y a de toute façon du temps il y a du temps de mise en place. Et autre, je suis parce qu'avec les deux écrans, et loi de Laborie, faire le plus compliqué en premier. Donc ça, pareil, c'est un grand conseil. Enfin, c'est un grand conseil. C'est un conseil. Traiter le matin à la fraîche quand vous êtes en forme, effectivement, les choses compliquées et garder les choses beaucoup plus simples pour le soir devant le feu, effectivement, quand on est plus fatigué. Ça permettra d'être beaucoup plus efficace. Donc voilà ces lois, on va dire, économiques. Réfléchissez-y parce que effectivement, dans nos comportements, et moi le premier, dans le comportement, on nous dit toujours il faut consulter les mails 2 fois par jour ou 1 fois par jour. Je ne peux pas m'empêcher de les consulter en direct pour suivre effectivement, pour pouvoir répondre s'il faut. Donc ça veut dire finalement interrompre mon travail pour faire autre chose. Donc, vous voyez, je prône de faire le travail en continu et je le fais pas. Mais effectivement, je peux pas m'en empêcher. Enfin, j'arrive pas à ce stade à m'en empêcher. Par contre, ce que j'arrive à faire, c'est que quand sur le Biniou qui est ici, de couper, les notifications sont coupées. Voilà, ce qui fait que j'entends pas les ping de WhatsApp, j'entends pas les SMS, j'entends pas. Je bloque aussi les appels téléphoniques. Comme ça, je suis pas dérangé. Mais on y reviendra. Donc, la balle, pareil, dans votre camp, on a les outils, on peut les paramétrer pour ne plus être dérangé, effectivement, par ce genre d'outils. Allez, rentrons. Ah, il m'en manquait une des plus importantes. La loi de David Allen ordonnancer les tâches et éviter les perturbateurs. Alors, vous verrez, vous voyez au niveau des lois, entre la loi de Carlson, celle de Laborie, Hofstetter, on revient à peu près à des choses qui sont quasiment les mêmes. Ordonnancer les tâches, éviter les perturbateurs. Et tout ça, c'est basique. Et tout ça, on le comprend aisément et on peut le mettre en place. Donc, je reviens toujours au même. La balle est dans votre camp. C'est à vous de décider effectivement comment vous voulez effectivement travailler et est-ce que vous voulez continuer à subir. Alors, je remercie Émilie pour sa contribution qui nous met une super application pour bloquer son téléphone, Off-Time. Je ne connais pas. Alors après, moi, j'ai un iPhone, mais il y a les fonctions ne pas déranger iPhone. Enfin, on peut paramétrer dans tous les sens. À vous de trouver effectivement les applis ou les fonctionnalités sur vos téléphones respectifs qui permettent de gérer. Après, vous avez un truc très simple. Vous l'éteignez, vous le mettez en mode avion, comme je l'ai fait là, et puis ça règle le problème. Mais on peut être un petit peu plus subtil que de l'éteindre ou être en mode avion. Alors, mon intervention, je l'ai coupée en 2 choses, les facteurs qu'on peut modeler individuellement, qu'on ne peut pas modeler, pardon, et ceux qu'on peut modeler. Alors, volontairement, j'ai utilisé modeler, c'était un terme plus positif que dire que les facteurs qu'on subit, tout ça. Alors, voilà, mais c'est les facteurs qu'on ne peut pas modeler ou vraiment de façon extrêmement marginale. Donc, à ma connaissance, les délais, on doit les respecter, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous redonner tous les délais qu'on doit respecter. Alors, dans notre métier, c'est un avantage, un inconvénient. C'est un avantage parce que on sait qu'on doit finir à telle date et que si on dépasse le délai, potentiellement, c'est 10% pour le client. Ce serait bien que dans certains métiers, ils aient ce type de contraintes parce que ça permettrait d'accélérer le mouvement. Donc ça, c'est un élément, évidemment, on va dire, à mon sens, extrêmement positif. Et de l'autre côté, ça peut être stressant parce qu'effectivement, quand on voit les délais approcher, on est stressé et effectivement, ce n'est pas forcément bon. À mon sens, la demande de délai supplémentaire, vous voyez le pitch que vous aviez eu pour vous inscrire au webinaire, cette demande de délai supplémentaire, on va être dans le côté confiture. Moi, je le vois bien avec mes équipes quand je leur annonce qu'il y a un délai supplémentaire ou quand j'ai eu le malheur cette année de leur dire début mars ou mi-mars, c'est bien, on est dans le timing pour respecter le 15 avril. J'ai tout de suite senti une certaine détente. Voilà, en se disant, ça va mieux, donc
hop, on va effectivement étaler un petit peu plus la confiture. Donc ça, bah, on a les délais, c'est ainsi, bah, si on ne veut pas de délai, on change de métier, et puis c'est comme ça, c'est pas un souci. On a aussi également une contrainte qui s'appelle le Code du travail et la convention collective, avec des problématiques de durée du temps de travail, avec des notions de 48 heures, 44 heures sur 12 semaines glissantes. Enfin voilà, pareil, je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler tout ça. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, bah, ça nous apporte des contraintes, parce que si effectivement, en période fiscale, nos collabs ils font 50 heures, où ils font 55 heures, manifestement, on n'est pas trop dans les clous. Donc, ce qui fait que ça a plusieurs problématiques. C'est au-delà du fait qu'on a un risque en tant qu'employeur par rapport au code du travail, c'est une chose. Mais je le répète, quand on met des dossiers, plus les collaborateurs ont de dossiers à traiter, et s'ils n'ont pas le temps matériel pour le faire, à un moment donné, la corde, elle lâche. Donc, enfin, l'élastique lâche. Et donc, ce qui fait que derrière, on se retrouve avec nos dossiers et comment on fait le boulot. Et les collaborateurs qui restent se retrouvent encore avec plus de travail. Et puis, vous avez vite compris qu'on est dans un cercle vicieux qui est pas top. Puis, autre élément, il fut un temps, on a tous été salariés d'un expert comptable parce que je ne crois pas que ce soit possible de devenir expert comptable sans avoir été salarié avant. Enfin, vous me le mettrez dans les questions-réponses si c'est possible, mais on a tous été salariés. Donc, effectivement, on a peut-être un objectif, comme je vous l'ai dit, je ne respectais pas la durée du travail, mais j'avais un objectif, c'était d'être le plus rapidement possible expert comptable et de prendre le plus d'expérience possible. Cependant, de toute façon, ça, on peut le faire. Donc, un sprint, on peut le faire sur une durée très courte. Mais après, effectivement, si c'est tous les ans, être toujours dans la même, à travailler effectivement de façon avec des heures pas possibles, à un moment donné, on lâche. Et puis, c'est comme ça qu'il y a des burn-out ou autres, ou qu'on a des départs. Donc, on a cette contrainte, essayons de la respecter. Enfin, je ne peux pas dire ça. Respectons-la, puisqu'on a tous prêté serment de respecter et faire respecter les lois dans nos travaux. C'est vrai que c'est dans nos travaux. On n'a pas dit que c'était forcément dans la gestion de notre cabinet. Allez, blague à part. On a également le code de déontologie. Code de déontologie qui nous rappelle certaines choses. Alors là, je prends mon anti-sèche parce que je ne connais pas par cœur. Donc, on a l'article 150 du code de déontologie, section devoirs généraux. Et qu'est-ce que nous dit cet article? Il nous dit qu'avant d'accepter une mission, on doit apprécier la possibilité de l'effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Je vous passe la suite. Et on doit également examiner périodiquement pour nos missions récurrentes si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci. Et dans notre norme de travail, la norme de travail de présentation des comptes, on nous rappelle effectivement cela. Alors, là où je veux en venir, la question que je vous pose, on n'a peut-être pas forcément la même façon de voir les choses. On parle d'effectuer de la possibilité de l'effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Moi, je vais faire très simple, je vais éluder le côté est-ce que j'ai la technique, est-ce que j'ai les compétences pour le faire, mais moi, je vais mettre juste le plan, est-ce que j'ai le temps matériel pour respecter les délais? Et donc, la question, c'est si déjà, je n'arrive pas à respecter mes délais, parce que je vous rappelle que finir la période fiscale le 15 avril, c'est parce qu'on a un délai de 15 jours supplémentaires pour la télétrans. Hein, parce que le délai, pour faire simple, enfin, je vais le dire au 30 avril, voilà, le délai, c'est 30 avril, mais on a jusqu'au 15 mai, c'est parce qu'on a 15 jours supplémentaires grâce à la télétrans. Parce que si on refait l'historique, c'est que c'était jusqu'au 30 avril, et quand la télétrans a été mise en place il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, derrière, probablement pour inciter effectivement les professionnels à passer en télétrans, on nous a donné 15 jours supplémentaires. Ça me rappelle quelque chose pour les déclarations de revenus. Donc, on a 15 jours supplémentaires. Et donc, maintenant, c'est calé sur ces 15 jours supplémentaires. On est allé notre confiture, ou alors on a pris un petit peu plus de dossiers. Donc, si déjà, on est déjà ric-rac, voire on dépasse les délais dans une certaine partie de nos dossiers. Alors, je ne parle pas des dossiers où les clients ne donnent pas les éléments. Ça, c'est autre chose. On en a tous. Mais effectivement, si déjà, on n'arrive pas à faire ce travail-là, pourquoi je prends un nouveau dossier? Alors que le fait d'ajouter un dossier, derrière, je ne vais probablement pas plus respecter les délais. Donc, la question, c'est est-ce que je respecte effectivement le code de déontologie? Alors après, chacun voit midi à sa porte, mais on peut s'interroger sur ce point-là. Alors,
Passons désormais au plus gros de la présentation, les facteurs que l'on peut modeler individuellement. Voilà. Et donc, on a un facteur, et je vous l'ai parlé en introduction, la question, c'est décider de ne plus subir. Donc, très clairement, vous assistez à ce webinaire, la balle est dans votre camp. Il ne faut pas attendre que votre voisin, il ne faut pas attendre de vos collaborateurs, effectivement, qui révolutionnent le cabinet. Pourquoi? Alors, parce que d'une part, ils n'ont pas le pouvoir de révolutionner, alors pas le pouvoir hiérarchique, de décider et de révolutionner. Alors après, ils peuvent avoir des excellentes idées. Moi, je suis très content quand mes collaborateurs me disent, bah, tiens, on peut faire ci, on peut faire ça. Je me nourris de leurs idées parce que je pars du principe que on est meilleur à plusieurs cerveaux qu'un seul. Faut pas penser, j'ai pas l'outrecuidance de penser effectivement que mon cerveau est le meilleur du cabinet, effectivement, et que je vais tout voir et tout entendre. Je vais pouvoir vous donner d'autres exemples. Donc, la première chose, c'est de décider de faire ce premier pas et de décider qu'on peut agir. Et que ce n'est pas une fatalité, parce que vous êtes chef d'entreprise et finalement, ce que vous subissez, c'est vous qui vous l'infligez. Si vous êtes esclave, effectivement, si on est esclave, parce que je me mets dedans, parce que ça m'est arrivé de me noyer, il ne faut pas penser que tout a été tout rose tout le temps. Effectivement, si finalement on est dans la difficulté, il ne faut pas se dire que c'est à cause des autres. Non, il faut déjà se remettre en question et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Tiens, pourquoi mes collaborateurs me quittent? Tout ça, parce que c'est facile de dire, ouais, ben, il me quitte, le collaborateur, il n'est pas sympa, tout ça, mais est-ce que je l'ai mis dans les bonnes conditions? Enfin, voilà, les clients me quittent, mais pourquoi? Voilà, pourquoi ils me quittent? Oui, c'est le prix, tout ça, mais est-ce que finalement, je m'occupe bien de mon client? Est-ce que je suis réactif? Est-ce que je suis disponible? Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments. Donc, avant de rejeter la faute sur les autres, déjà, il faut faire une propre introspection et se remettre en cause et se dire, bah, finalement, je suis peut-être responsable de quelque chose, quoi. Donc, à réfléchir. Alors, le discours, il est peut-être dur, mais à un moment donné, il faut se remettre en question. Si on veut être des chefs d'entreprise, on est responsable, hein, il faut se dire que, effectivement, je suis responsable de mes propres turpitudes. Alors, une chose qu'on voit souvent, c'est confondre le chiffre d'affaires et la production. Alors, je vous ai parlé du code de déontologie en disant, bah ouais, je vais accueillir un nouveau client. Déjà, je n'arrive pas à faire mes dossiers, je ne respecte pas les délais, mais je vais quand même prendre un nouveau dossier. Ah, il ne faudrait pas que ma consoeur ou mon confrère à côté, il récupère le dossier. Hein. Surtout pas. Surtout pas. Ben moi, je vous remercie. Moi, je remercie les personnes qui agissent comme ça. Pourquoi? Parce que effectivement, je raisonne pas en chiffre d'affaires, je raisonne en production. Je ne cherche pas à avoir le plus gros chiffre d'affaires de la Terre. C'est pas mon objectif. Et d'ailleurs, en parlant d'objectifs, ça, j'aurais pu le mettre aussi sur les facteurs. La question qu'on peut se poser aussi, c'est de dire, c'est quoi mon objectif? Parce que mon objectif, c'est effectivement de doubler mon chiffre d'affaires, le tripler, de partir avec 3 collaborateurs et puis d'en avoir 30, de devenir une ETI. Voilà, libre à vous. Moi, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Chacun voit midi à sa porte et voit effectivement comment il souhaite développer son cabinet. Mais quand on parle de développer, ce n'est pas forcément avoir augmenté le chiffre d'affaires. On peut très bien développer son cabinet en proposant de la gestion de patrimoine, en proposant des tableaux de bord, en proposant d'autres missions de la RH. Et finalement, maintenir le même chiffre d'affaires, voire en avoir un peu plus, mais sans forcément croître en effectif. Parce qu'effectivement, quand on croît en effectif, il faut passer d'autres investissements, il faut de l'encadrement, enfin, ça implique d'autres éléments. Et puis après, quand on se dit, j'ai tant de collaborateurs, donc il faut du chiffre d'affaires pour les occuper. Donc, à vous de définir effectivement quels sont vos objectifs. Vous pouvez très bien avoir un objectif de vous dire, tiens, moi, la période fiscale, elle finit le 15 avril, et puis je pars en vacances au mois d'avril. Et je décide effectivement de me consacrer à d'autres choses. Ça, je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais j'ai regardé un peu sur la dernière, saison, du 1er septembre au 31 août, 1er septembre 2021, 31 août 2022, le nombre de jours que j'avais consacré au cabinet, je l'ai calculé en semaines et grosso modo, j'ai consacré 32 semaines à mon cabinet parce que le reste a été consacré à faire d'autres choses, entre des réunions d'associés, entre 3 semaines de cyberattaque, entre profiter du ski parce qu'effectivement, j'aime skier alors que je ne suis pas à la montagne et donc c'est février, c'est avril, c'est Noël, c'est le mois de janvier. Enfin voilà, et vous voyez, c'est des moments où on est le plus occupé et pourtant, je me permets de profiter. Donc après,
À vous de déterminer vos objectifs. Donc, je reviens à confondre le chiffre d'affaires et la production. Alors, donc, pareil, je ne vais pas vous faire un cours, effectivement, entre le chiffre d'affaires et la production. Moi, je privilégie la production. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est la rentabilité de mes dossiers. Ça ne m'intéresse pas de rentrer un nouveau dossier où derrière, je vais avoir une rentabilité, effectivement, qui ne sera pas intéressante, où je serai à 30 balles ou 40 balles de l'heure. Ça, pour moi, c'est pas du boulot. Donc, je préfère effectivement travailler ma production, ma rentabilité, effectivement, par dossier. Et donc, lorsque j'ai des clients qui me quittent, parce que ça m'arrive aussi, hein, pareil, hein, je ne suis pas le meilleur, je vous l'ai déjà dit. Hein. J'ai des clients qui me quittent et quand je vois que c'est un client où je n'ai pas une rentabilité effectivement extraordinaire, je me dis chouette, je suis content. Là, dernièrement, j'ai une cliente qui m'a quitté, j'étais à je ne sais plus combien, même pas 50 € de l'heure en moyenne sur le dossier. Elle m'a quitté, oh, j'étais trop cher, tout ça, enfin voilà. Elle a trouvé un cabinet pas loin, ah, c'était moins cher, c'était 30% de moins, donc il faut calculer. 30% de moins, ça veut dire 35 € de l'heure. Ben, moi, je me dis, c'est génial. Et ben, comme ça, derrière, elle va consommer un maximum d'heures chez mon confrère. Et puis, les clients qui sont les bons clients de mon confrère, à un moment donné, ils ne seront pas contents et ils quitteront. Et puis, peut-être qu'ils viendront chez moi. Donc, moi, je préfère accueillir des clients comme ça, qui sont prêts à accepter mes conditions, mon niveau d'honoraire, mes exigences, et on va le voir derrière dans les prochains points, pour maintenir effectivement cette organisation, le fait que les dossiers soient faits au fil de l'eau et de finir au 15 avril, d'avoir des collaborateurs pas stressés et puis de pouvoir continuer mon petit bonhomme de chemin comme ça. De toute façon, je ne vais pas sauver le monde et je ne peux pas accueillir tous les clients du monde. Alors, je vais paraphraser Rocard, je ne peux pas accueillir toute la misère du monde. Donc voilà, donc à vous de réfléchir, mais moi je préfère effectivement ces clients qui ne cherchent le prix que le prix, où c'est toujours trop cher, qui sont jamais contents, qui souhaitent où c'est la galère pour surpayer les honoraires, ils ne viennent pas chez moi. C'est pas grave, moi je suis libéral, je ne suis pas obligé d'accueillir effectivement tous les clients. Quand vous allez au restaurant, vous décidez d'aller dans tel restaurant, vous consentez effectivement, le prix c'est tant, le service ça sera tant, voilà, vous savez effectivement ce qui va se passer. Donc voilà, donc moi les clients effectivement, je préfère les cadrer et que derrière effectivement, ils aillent pourrir les cabinets d'à côté et puis pourrir les périodes fiscales, les périodes fiscales de mes confrères. Donc je fais un petit peu de provoque, mais réfléchissez à ça. Alors, la question va peut-être être abordée plus loin, mais on parle de combien de bilans pour combien de collaborateurs. Voilà. Et donc, effectivement, combien de bilans? Je ne sais pas. C'est le genre de question, je ne sais pas. Moi, ce que je regarde, ce que je regarde, c'est que les dossiers, mon obsession, c'est que les dossiers soient faits en temps et en heure, ils soient bien faits. Voilà. Donc, après, derrière, ce n'est pas une question de quantité. C'est que là, on mélange le chiffre d'affaires et la production. Je m'explique. Vous finissez vos dossiers, on va dire le 15 mai. Moi, j'ai fini le 15 avril. Ça veut dire que mes dossiers sont finis un mois avant. On va faire simple, partons du principe qu'il y a 10 collaborateurs. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai 10 mois pour un équivalent temps plein, j'ai 10 mois d'avance. Ça veut dire que pour rattraper l'avance que j'ai, il faudrait embaucher une personne pendant un an, grosso modo, pour effectivement rattraper ce maître d'aplomb. Tout ça pour dire qu'effectivement, avant, on finissait un peu plus tard la période fiscale. Maintenant, on l'a avancé au 15 avril. Et mon objectif, c'est de l'avancer encore plus tôt. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les collaborateurs vont avoir moins de dossiers, mais ils ne vont pas se tourner les pouces. C'est-à-dire que le collaborateur qui a fini ses dossiers le 15 avril, les dossiers 31 décembre, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Derrière, il enchaîne avec les 31 mars. Les 31 mars, donc dès fin avril, on commence à arrêter les 31 mars, enfin début mai, 31 mars. Après, il y a la période de déclaration de revenus. On continue les 31 mars. On arrive, on ferme le cabinet au mois d'août. Donc, au 31 juillet, j'essaye d'avoir bouclé tous les 30 juin, 31 juillet. Et là, demain, j'arrête mon premier 30 septembre. Et les 31 août, ils sont quasiment terminés. Donc, en fait, c'est une liste sans fin. C'est-à-dire qu'on avance, les dossiers, on les avance de plus en plus. Donc, ma production, finalement, elle est maintenue. Et donc, derrière, ça me permet aussi tranquillement de récupérer de nouveaux dossiers. Donc, c'est pour ça que je vous parle de production. C'est potentiellement, je vais accueillir moins de clients, mais derrière, mes collaborateurs, ils ne vont pas se tourner les pouces.
les collaborateurs, ben, ils vont avancer effectivement les dossiers pour pouvoir effectivement les attaquer les bilans le plus rapidement possible. Alors, je vous parlais de cadrer les clients. J'ai commencé avec confondre chiffre d'affaires et production. Donc, les clients, effectivement, on les cadre. Mais comme, je reprends l'exemple du restaurant, vous allez au restaurant. Tiens, ça m'est arrivé à Paris, j'étais un petit peu en avance. Le restaurant, il ouvrait à partir de 7h30, j'étais là à 7h15. Ben, je suis là à 7h15, ben, j'attends de voir le restaurant il n'est pas ouvert. Voilà. Et puis, vous avez des restaurants, on va vous dire, ben, à partir de 22h30 ou à partir de 21h, je prends plus, c'est la dernière commande. Voilà, ils expliquent. Et donc, ces restaurants, en fait, c'était, ils cadrent les choses. Voilà, c'est pas open bar et on fait ce qu'on veut. Et donc, nous, comment on cadre les choses? Ben, on a déjà la lettre de mission. On a la lettre de mission qui explique avec la répartition des tâches qui fait quoi. Mais après, derrière, voilà, on va parler de production. J'ai les TVA à faire. Combien de fois on me dit, ah ben, j'explique, ah ben moi c'est simple, hein, le client qui m'apporte la TVA du 21 pour le 21, derrière, une fois je vais la faire. S'il me le fait une deuxième fois, je ne fais pas la déclaration de TVA. Pourquoi? Parce que dans la lettre de mission, il est indiqué contractuellement que le client il doit nous fournir les éléments avant le 10 du mois avant le 10 du mois. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'a pas respecté. Mais après, libre à moi, effectivement, d'agir ou pas. C'est-à-dire que le client, effectivement, il m'apporte le 21 pour le 21. Si tout le temps on lui fait la TVA, ben, c'est normal pour lui. Ça ne va pas changer. Donc pourquoi il changerait puisqu'on accepte effectivement qu'il nous apporte la TVA pour le 21 pour le 21 et mettre sous pression les collaborateurs. Donc, OK, je vais le faire une fois, on va lui expliquer. Il nous refait effectivement le 21 pour le 21, ben, cher monsieur, on ne fera pas la déclaration de TVA. Après, ça, on l'a déjà fait. Il va beugler comme un putois, il va avoir des pénalités, il va apprendre. C'est marrant, le mois d'après, le 10, vous avez les éléments. Voilà, ça, c'est effectivement ça, c'est un exemple. Mais cet exemple, on l'a pour tout, pour expliquer aussi, il y a des cabinets qui indiquent, ben voilà, nous, l'accueil téléphonique, ça sera que le matin. Voilà. Et voilà nos conditions. Donc après, au client, libre d'accepter effectivement d'être d'accord s'il veut avoir que le standard le matin ou pas. Donc après, ben, s'il n'est pas content, il change de crèmerie. Mais la consoeur qui fait ça, pour ne pas la citer, ben, c'est carré. Donc comme ça, les appels téléphoniques, c'est le matin. Et derrière l'après-midi, on n'est pas dérangé effectivement avec les appels téléphoniques qui viennent nous couper dans notre élan. Donc ça, c'est des exemples, mais je peux vous en citer encore de très nombreux comme ça. Pareil, dans nos lettres de mission, on a mis pour les paies, mais c'est les lettres de mission de l'ordre, il y a des 3 jours pour établir les bulletins de paie. Donc, vous pouvez effectivement contractuellement mettre dans vos lettres de mission pas mal de choses. Il y a, tiens, un exemple, c'est le client qui veut utiliser un outil, un des nouveaux outils Pennyline ou tout ce que je veux, ou que sais-je. Vous avez le prospect, il vient, ben, vous pouvez très bien lui dire, ben non, moi, je ne suis pas d'accord, je vais utiliser uniquement tel outil, l'outil du cabinet. Voilà, donc le client, ben, soit il accepte d'utiliser l'outil du cabinet, soit il ira voir ailleurs. Mais de toute façon, le fait de ne pas rentrer un nouveau client, ce n'est pas un problème, puisque de toute façon, vos dossiers, vous n'arrivez pas à les sortir en temps et en heure, et en plus, vous avez un problème de recrutement. Donc, de toute façon, on a le pouvoir, puisqu'on ne manque pas de clients. On manque de collaborateurs, on manque de manœuvre. Donc, effectivement, ben, le fait de ne pas rentrer un nouveau client, ben, on sait très bien quand on rentre un nouveau client, il faut grosso modo 2 ans pour que tout soit calé pour mettre en place. Ben, on n'a pas à gérer ce genre de problème et puis on va s'occuper de nos clients qui nous sont fidèles et qui payent et qui sont là. Et puis, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je n'aurai pas de nouveaux clients, j'aurai moins de chiffre d'affaires, mais vous garderez votre production, elle ne sera pas plus mauvaise. Parce qu'effectivement, le temps que vous n'aurez pas consacré à ce nouveau client, vous le consacrerez à vos dossiers qui sont en retard. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez les produire plus rapidement et quand vous allez faire vos encours au bilan, ben, vous allez constater que vous avez fait cette production. Donc, vous n'allez pas moins gagner. Je le répète, vous n'allez pas moins gagner. Donc, cadrez vos clients parce que plus vos clients, effectivement, seront cadrés, plus ça sera industrialisé puisque je suis dans l'industrie, vous l'avez compris, je suis dans l'industrialisation de la comptabilité, ben mieux ce sera pour vos collaborateurs, plus ça sera simple et moins on perdra de temps. Et le fait de cadrer ses clients, mais c'est comme avec les enfants, hein, le fait de cadrer ses clients,
c'est pas effectivement leur manquer de respect ou de pas être gentil avec eux, tout ça. C'est protéger votre cabinet et souvent, je le répète, on n'est pas là pour faire du social, on est là pour apporter une prestation à un client moyennant paiement, mais je suis pas là effectivement pour l'aider, être copain effectivement avec le client. Alors, je ne dis pas que je suis pas ami avec certains clients, ça c'est un autre débat, mais dans le respect mutuel, c'est-à-dire que voilà comment on travaille, voilà comment il faut faire, il faut accepter effectivement mes conditions. Si tu n'acceptes pas mes conditions, libre à toi d'aller voir ailleurs, c'est pas un problème. Va embêter le cabinet d'à côté, va pourrir le cabinet d'à côté, et puis moi je serais bien content de récupérer les beaux dossiers du cabinet d'à côté. Alors, j'en profite en même temps parce que nous, on prend 100% des encaissements à 20% et pas déductible. Je n'ai pas compris. C'est plaisir de me remercier. C'est gentil, mais vous pouvez rebondir sur ce que je dis. Hein. Et là, je le répète encore, la balle est dans votre camp. Il n'y a rien de magique. J'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste essayé d'appliquer ce que j'appelle chez moi le bon sens. Pour la petite histoire, je suis originaire d'Auxerre. À Auxerre, pour les plus anciens, vous avez connu un entraîneur qui s'appelle Giroud. Alors, il n'est pas décédé, hein, Giroud, mais effectivement, avec ses petits moyens, il faisait comme il pouvait. C'était le bon sens paysan. Donc, c'est vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne vous demande pas de changer de logiciel, de partir dans tous les sens. C'est vraiment d'appliquer des choses ce que j'appelle le bon sens. Voilà. Mais je ne sous-entends pas que vous n'avez pas de beau sens. Vous avez bien évidemment beaucoup de compétences et de talents, mais on n'a pas forcément la même façon de voir les choses. L'ordonnancement des tâches, une chose hyper importante. J'ai la chance d'avoir des clients industriels et ça permet d'échanger, de visiter les usines et de voir comment ils fonctionnent. Vous avez tous vu des usines, même si vous n'en avez pas visité à la télé ou autre, le just-in-time et compagnie. C'est important d'ordonnancer les tâches. Je vais vous donner un petit exemple, un truc tout bête, mais que j'ai connu, parce que quand j'avais pas la chance d'être dans un cabinet ultra bien organisé, j'ai connu ça quand je vous ai dit les périodes fiscales à rallonge où les dossiers étaient en vrac. Donc, prendre un dossier de coiffeur, mais ça pourrait être restaurant, enfin peu importe. On va prendre un dossier de coiffeur. Nous, comment on traite le dossier de coiffeur? On récupère les éléments, alors que ce soit des éléments papier, parce que j'ai encore des clients, on n'est pas totalement dématérialisé. Pourquoi? Parce que je suis dans une zone rurale, j'ai des clients qui habitent à 50 mètres du cabinet, ils ont toujours préparé les papiers nickel, continuent à nous apporter les papiers. Moi, je préfère avoir des clients qui apportent les papiers de façon nickel le 10 du mois ou le 3 du mois pour faire la TVA, plutôt que d'avoir quelqu'un qui va me déposer sur la plateforme de dépôt, qui va me déposer la moitié des pièces, qui va mal photographier les pièces qui ne seront pas cadrées, qu'on ne pourra pas exploiter, et puis si en plus il en manque la moitié. Donc, je préfère avoir les choses cadrées. Donc, on est vraiment toujours dans le cadrage. Donc, voilà. Au niveau du, parce que je lis en même temps, je suis tout seul à tout faire, donc c'est pas évident. Donc pour le lien, il y a quelqu'un qui nous entend plus, mais bon, c'est disponible en replay, donc vous pourrez suivre le replay. Donc je reviens sur l'ordonnancement des tâches, c'est-à-dire faire le bon geste au bon moment. Je reprends donc mon coiffeur, ma coiffeuse qui m'apporte les pièces début de mois. Qu'est-ce qui va se passer? Hop, on va les traiter. Donc, on va traiter les pièces, donc on va intégrer les factures. Les écritures de banque, bien sûr, arrivent automatiquement avec la reconnaissance automatique. Voilà. Donc, en aparté, la reconnaissance, les écritures de banque, c'est dans tous les dossiers. Enfin, ça, on va y revenir effectivement dans le point suivant. Donc, on fait notre TVA avec le module de TVA automatique du logiciel. On appuie sur le bouton, c'était transmis aux impôts, c'était transmis à l'AGA, envoyé dans la GEL. Voilà, et le client est informé comme quoi il sera prélevé de tel montant. OK, on en profite pour faire la demande de regarder les comptes, faire la demande de renseignement qui va bien. Donc ça, grosso modo, 12 fois dans l'année. Et donc, on arrive, je vais vous faire simple, c'est un 31 décembre, on arrive le 5 janvier, derrière, on traite le mois de décembre, et dans la foulée, on attaque le bilan. Donc, volontairement, j'ai pris un coiffeur. Donc, vous dites bien que le bilan, il n'y a pas 3 jours pour le faire. Et grosso modo, derrière, le 10 du mois, on peut faire le rendez-vous de bilan. Alors, ce que je ne vous ai pas dit pour faire le bilan, et j'y reviendrai sur le point suivant,
Pour faire le bilan, j'arrive au contrôle de TVA. Le contrôle de TVA, on appuie sur un bouton, puisqu'on a fait avec le module de TVA automatique du logiciel derrière, mes 12 CA3, elles sont centralisées. Et le contrôle de TVA, on le fait directement dans l'OG 91, qui s'appelle maintenant, je crois, OG 03, puisque toutes les données vont remonter automatiquement. Et puis, comme le coiffeur au centre de gestion, le job est fait, on n'a pas besoin de ressaisir si on avait fait le cadrage sur un tableur Excel ou autre chose. Voilà, donc ça, on va dire, c'est l'optimum. C'est l'optimum que j'essaie d'avoir dans tous les dossiers. A contrario, je vais vous faire comment je bossais effectivement quand on est à l'arrache, quand j'étais à l'arrache effectivement avant de reprendre le cabinet dans lequel je suis actuellement, que j'ai repris, enfin qu'on a repris avec mes associés. C'était quoi? On était en période fiscale, on n'avait pas le temps de faire la saisie comptable, donc qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une TVA à la bande. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va sur impôt.gouv et puis en EFI, on va ressaisir les éléments. Donc, je récupère mon PDF ou alors je l'imprime. Voilà. Et puis derrière, la saisie comptable, je vais la faire au mois de juillet parce que j'ai le temps. Derrière, on va faire une première demande de renseignement. Je n'aurai pas les éléments parce que le client est en vacances. Et puis, j'arrive au bilan. Je n'ai pas forcément eu le temps parce que je suis à l'arrache aussi. Parce que si je suis à l'arrache sur mes 31 décembre, il n'y a pas de raison que je ne sois pas à l'arrache sur les 30 septembre, 31 octobre. Enfin, c'est tout un. Voilà, c'est une vie sans fin. Hein. C'est terrible, mais c'est une machine à broyer. Et ça arrive. Et donc, j'arrive au mois de janvier. De toute façon, je suis en train de finir mes 30 septembre jusqu'au 15 janvier. Après, j'ai peut-être du 31 octobre. Puis, je vais attaquer mes bilans 31 décembre. Je vais les attaquer au mois de février. Donc, j'ai déjà un mois de décalage pour sortir le bilan. Et pour faire le bilan, qu'est-ce qui va se passer? Je reviens sur ma TVA. Donc, je vais me taper ma centralisation de TVA dans le tableur Excel. Hein. Je vous fais simple le tableur Excel, mais ça peut être le module, enfin l'outil de révision du logiciel. Derrière, plutôt que d'utiliser l'OG 91, je vais faire ça dans le truc de cadrage. Après, je vais me retaper dans l'OG 91. Les CA3 au centre de gestion, je les ai en PDF ou pire, je les avais imprimés papier, je vais les rescanner, je vais les renvoyer à l'OG. Enfin, vous avez compris que finalement, on va reprendre X fois le dossier et on va refaire X fois on va faire X fois on va refaire X fois les tâches. Alors, j'ai une question, merci Agnès, qui me demande qu'est-ce que je fais pour les clients qui ne répondent pas aux demandes de renseignements régulières en cours d'année? Ce n'est pas un problème, je n'ai pas un souci avec ça. Donc, ces clients-là, je les fais passer après. C'est-à-dire que là, j'ai un exemple, j'ai encore un bilan 31 décembre 2021 qui n'est pas terminé. Alors, ce n'est pas de notre fait. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait. Sauf que le client, on a beau lui réclamer les éléments, il n'y a pas. Donc, ce que je dis à mes collaborateurs, c'est que moi, ce que je veux, c'est avoir des biscuits. Donc, il n'y a pas d'appel téléphonique, on envoie des mails. Et donc, on renvoie le mail qu'on a déjà envoyé, on réclame et on attend. Donc, après, le client aura des pénalités ou pas, il se réveillera un jour. Donc, quand il se réveillera un jour, on traitera le dossier et si pénalité il y a, il aura ses pénalités, il ne sera peut-être pas content, il nous mettra en responsabilité, mais là, je vais vous rassurer, j'ai un associé qui a été mis en responsabilité comme ça, pour un client, effectivement, qui ne donnait pas les éléments. Et le client a perdu parce que le tribunal a reconnu effectivement que l'expert comptable qui avait demandé par mail 6 fois, X fois les éléments, en disant qu'il y aura des pénalités si on n'a pas les éléments et qu'on ne peut pas faire le boulot, que le client ne pouvait pas se plaindre d'avoir effectivement eu les pénalités. Après, c'est là aussi où c'est important de cadrer sa lettre de mission, d'indiquer effectivement que moi, j'explique aux clients qu'on a, comme une chaîne de voitures, on a une production. Quand vous commandez une voiture, on va vous dire, elle sera livrée dans 4 mois, dans 6 mois, dans 8 mois. Moi, c'est pareil, mes bilans, tout est organisé. Les bilans sont organisés, on traite les clients qui jouent le jeu, qui sont normaux et qui fournissent les éléments. Ceux qui ne fournissent pas les éléments, on ne se met pas la rate au courbouillon. Alors, les clients, les collaborateurs, ils ont du mal à se faire à ce mode de fonctionnement. Ils étaient tellement habitués à se plier en disant oui, on va tout faire pour rentrer dans les délais. Non, moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le client, voilà, il ne nous a pas fourni les éléments, ce n'est pas grave, c'est son problème, c'est un chef d'entreprise, il est grand, il est majeur vacciné, après, il en assume les conséquences. Je n'ai pas à me plier à ces demandes. Vous arrivez au restaurant à 23 heures, le service, la dernière commande, c'est à 22 heures, on va vous dire, désolé, on ne peut pas vous servir. Ça, on l'accepte. Nos clients, effectivement, doivent accepter, et c'est à nous aussi de le cadrer potentiellement. À nous de le cadrer, effectivement, que les dossiers soient faits en retard parce qu'effectivement, ils ne nous ont pas fourni les éléments.
Donc, pour répondre aussi, les collaborateurs font la saisie sur le même dossier. Alors, j'ai deux choses. Alors, il y a deux choses, mais ça va être dans nos méthodes de travail, mais c'est pas grave. Les collaborateurs ont des dossiers. Alors, j'ai une collaboratrice qui ne fait que de la saisie, pour faire simple, et des déclarations de TVA. Et j'ai des collaborateurs qui bénéficient de son travail, mais qui ont aussi des dossiers en révision, parce que c'est les clients qui font leur comptabilité, et qui ont aussi des dossiers où ils continuent à faire la TVA. Et tout ça, on le fait même en période fiscale. C'est-à-dire que ça je ne vous l'avais pas dit, mais en période fiscale, on est au 15 avril, on finit les dossiers, mais ça veut dire que moi, je suis au mois d'avril, mes TVA, mes dossiers sont à jour en avril, donc TVA faite en avril du mois de mars, les dossiers sont à jour, la mise à jour est faite et les déclarations de TVA sont faites. C'est-à-dire qu'on le fait effectivement en même temps. Donc voilà. Alors, je continue parce que je suis content, je peux rebondir sur. Vous me faites plaisir à me poser des questions parce que comme ça, je vais vous tenir jusqu'à 10h30. J'espère vous tenir en haleine jusqu'à 10h30. Définir et adapter les méthodes de travail. Je vous ai parlé en introduction que Marilène m'avait montré, comme elle pouvait avec ses compétences, effectivement, comment travailler. Marilène, moi je suis content de l'avoir eue à côté de moi parce que effectivement j'avais beau avoir le DESCF à cette époque-là, je ne savais pas bosser. Alors que Marilène avait un BEP ou un CAP et elle savait travailler puisque ça faisait 30 ans qu'elle était en cabinet. Bien évidemment, une fois qu'elle m'avait montré tout ce qu'elle savait, au bout de 6 mois, au niveau de la rapidité des compétences, le traitement des dossiers, je l'avais dépassé, mais le but n'était pas là. Le but de vous dire ça, c'était souvent ce qui se passe, c'est que les méthodes, elles sont transmises de façon orale en cabinet, mais moi, le premier, je n'ai pas d'écrit pour dire il faudrait tout détailler, effectivement, voilà, on traite comme ça. Donc, les collaborateurs savent traiter les dossiers, ça se fait oralement, mais effectivement, on a défini nos méthodes de travail. Quand je vous ai expliqué les TVA, on les fait avec le module de TVA en automatique. Dans tous nos dossiers, les TVA sont faites en automatique. Dans tous nos dossiers, les écritures de banque, elles arrivent, on a la reconnaissance automatique. Dans tous nos dossiers, les TVA, donc elles sont faites et c'est de l'EDI. Dans tous nos dossiers, les déclarations de revenus, c'est de l'EDI et il n'y a pas un mix de FI et de DI. Dans tous nos dossiers, on utilise le dossier de révision qui s'adapte en fonction du dossier. Donc, on traite exactement de la même façon. Dans tous nos dossiers, on utilise le module emprunt, le module crédit-beau. Voilà. Donc ça, on traite exactement de la même façon, que ce soit un BNC, une SCI revenu foncier, du BIC, du BA, on traite effectivement de la même façon. Alors, en même temps, est-ce qu'un dossier égale un collaborateur peut changer de collaborateur? Donc, le dossier, donc là, pour répondre, Émilie, à ta question, avec notre mode de fonctionnement où c'est traité exactement de la même façon, et depuis 15 ans, on utilise la GED et toutes les télétransmissions partent automatiquement dans la GED. Enfin, on a essayé de mettre en place des méthodes de travail pour simplifier effectivement le travail, et ce qui fait que les collaborateurs utilisent utilisent le logiciel de la même façon. Et donc, pour suivre l'avancement des dossiers, alors moi, je suis hyper moderne, j'utilise Excel. Voilà, j'ai pas de choses miraculeuses. J'utilise depuis 15 ans Excel, ça me va très bien. J'ai un tableau de bord qui est très simple. Je vous montrerai pas, mais vous pouvez l'imaginer. J'ai un tableau de bord où je suis ma facturation avec le cumul de facturation pour voir les choses. Et j'ai un tableau de bord où j'ai semaine par semaine le nombre de dossiers que j'arrête. Et cumulé depuis 2007, j'ai ça pour voir un petit peu si je suis en avance ou pas. Ça me donne. Et j'ai un autre tableau où j'ai tous les dossiers qui sont répartis avec le temps à passer par chaque collaborateur tous les mois et à quel moment le bilan doit sortir. Et c'est ça qui me sert effectivement pour voir où ça en est. Mais c'est juste pour me rassurer parce que de toute façon, et ça on y reviendra en management des équipes, à chaque fois que je viens au cabinet, je salue mes collaborateurs, comme j'ai fait ce matin, je salue les collaborateurs et je passe le temps qu'il faut pour faire le point, on en est où dans les dossiers, qu'est-ce qui doit sortir pour faire accélérer les choses. Et donc finalement, j'ai une gestion, souvent j'utilise ce terme-là, une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire que j'appuie toujours, que ce soit en période fiscale ou hors période fiscale, effectivement, on en est où, le dossier doit sortir, ou j'ai ce dossier qui ne sort pas, je demande pourquoi et souvent, qu'est-ce qui se passe.
c'est qu'il ne sort pas parce qu'il manque une broutille et je dis au collaborateur, non, mais c'est bon, le dossier, j'arrête les comptes, la broutille non significative, enfin, on va pouvoir gérer autrement et ça évite de bloquer les dossiers parce que ça, c'est un grand classique des collaborateurs. Donc, au niveau de définir les méthodes de travail, donc, voilà, quel que soit le dossier, c'est traité de la même façon. Donc, ce qui fait qu'on peut, un collaborateur peut changer de dossier, il va retrouver effectivement ses petits, il peut remplacer au pied levé un autre collaborateur. La semaine dernière, j'ai eu un collaborateur qui a perdu son père. Enfin, la semaine d'avant, il a été absent toute la semaine. J'ai eu aucun problème. Alors là, on était hors période fiscale, tout ça, on a fait le point pour voir s'il y avait des urgences. Il n'y avait pas d'urgence, donc les collaborateurs n'ont pas traité les urgences de ce collaborateur-là. Mais les autres collaborateurs, s'il y avait eu des télétransmissions à faire ou des déclarations de TVA, si on avait été en période de TVA, ils auraient repris au pied levé les déclarations de TVA et il n'y aurait aucun souci. Ça, c'est l'avantage aussi d'être bien à jour dans ces dossiers, c'est qu'on peut se permettre, effectivement, sans se décaler trop, on peut se permettre des absences. Dernière période fiscale, on a eu comme vous, on a eu du Covid, des collaborateurs Covid, il y a eu des absences pour décès, enfin il y a ce genre de choses. Je vous ai parlé d'une cyberattaque, il ne faut pas oublier que pendant 3 semaines, on n'a pas bossé, donc on s'est retrouvé aussi 3 semaines sans bosser. Malgré ça, on a quand même réussi à finir en temps et en heure. Alors pourquoi ? Parce que effectivement, nos dossiers, ils étaient bien avancés. Si on était déjà à l'arrache, à l'arrache, on n'aurait pas, bien sûr, réussi on aurait fini à l'arrache comme normalement. Donc, je vous invite vraiment à définir vos méthodes de travail. Alors, le mieux, c'est de les écrire, mais ça demande du temps, mais à définir pour que tous les collaborateurs fassent de la même façon. Le truc très simple, ça, c'est une question que je pose tout le temps quand on est en congrès. Et tes collabs, ils font tes TVA, comment elles sont faites? Alors, entre ceux qui font un bout en EDI, les autres en EFI, donc rien n'est calé de la même façon. Celui qui va imprimer pour mettre dans un classeur, celui qui va mettre dans la GED, enfin, il y en a dans tous les sens. Et à mon sens, l'ordre et la discipline, vous voyez, c'est assez carré. L'ordre et la discipline, c'est ce qui permet effectivement de gagner du temps et de gagner du temps. Ça aussi, ça fait partie de mon tempérament. J'ai une sainte horreur, j'ai horreur de ranger et j'aime pas chercher. Voilà, donc les papiers à la maison, c'est l'enfer. Je les entasse, c'est la phobie administrative et j'ai horreur de m'en occuper. Mais par contre, au cabinet, effectivement, on a mis en place pour que tout aille dans la GED, que tout soit automatisé, que par exemple pour le social, alors on n'utilise pas le logiciel leader sur le marché pour le social, vous voyez, on arrive quand même à s'en sortir sans utiliser l'outil leader. Pourquoi ? Parce que le logiciel que l'on a, alors il vaut ce qu'il vaut, il n'est peut-être pas à la pointe de la technologie, mais par contre, historiquement, il est capable de traiter en masse les éléments. C'est-à-dire qu'au 15 du mois, on appuie sur le bouton, les OD de paye, elles vont dans tous les dossiers. 15 du mois, on appuie sur les impressions qui sont chaînées derrière. Les collaborateurs comptables vont retrouver effectivement les journaux de paye, les récaps de cotisation, enfin tout ce qui va bien, qui vont leur permettre de faire le bilan. Au moment du bilan, alors 31 décembre, mais peu importe, pour toutes les dates de clôture, on a les dossiers qui sont enregistrés, la collaboratrice, elle appuie sur le bouton et derrière, on a les éditions qui sont calées sur l'exercice qui vont dans la GED. Ce qui fait que les collaborateurs comptables, ils n'ont pas demandé au service social, tu peux me sortir la centralisation sur l'exercice, tu peux me sortir les congés payés et venir embêter le social. Non, on appuie sur le bouton, tout arrive. Tout arrive. Autre exemple, c'est comme c'est dans la GED, quand on cale la partie sociale, quand on cadre le social, il n'y a pas de problème, on ne s'amuse pas à remonter le bordereau de charge pour justifier le 431. Non, c'est bon, on met une information, OK, c'est calé, et sachant que de toute façon, les OD de paye et tout ça, ça match. Donc, c'est vraiment juste une vérification pour se dire qu'on a réellement la même chose. Et après, comme les dossiers sont à jour, il suffit d'aller sur N-1 pour voir que c'est lettré. N-1, N+1, excusez-moi. Pour voir que c'est lettré. Et donc, on met juste une information OK avec les états qui sont dans la GED. Donc, si jamais le coup part mal un jour et qu'on doit démontrer le travail qu'on a fait et qu'effectivement, il n'y a pas de problème sur le social, on sera suffisamment intelligent pour aller chercher dans la GED les états qui vont bien et puis pour les fournir à ce moment-là. Donc là, pareil, c'est un gain de temps. Et ces commentaires qu'on met, dans le logiciel, on clique, mais tous les logiciels font ça, on clique sur report sur N+1. Donc comme ça se reporte d'année en année, donc on n'a pas besoin de les ressaisir. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble de méthodes de travail.
Autre chose dans les méthodes de travail, tiens, je rebondis sur une discussion qu'on a eue à Biarritz au congrès ECF, donc je vous invite à vous inscrire au congrès, au prochain congrès du Touquet. Je fais un petit peu de retape et je pense à mon copain Charles qui organise, et Anna, Nathan également, qui organise le congrès du Touquet, effectivement de vous inscrire, parce qu'on peut échanger. On discutait effectivement de l'organisation, et puis j'ai un confrère qui me dit, je lui dis, moi j'utilise 10 cartons de papier sur l'année, donc soit 50 ramètres de papier. Il fait, je comprends pas, effectivement, je le fais rentrer par palette entière. Alors effectivement, il a 2 fois plus de collaborateurs, mais entre mes 10 cartons à l'année, qu'on a du mal à user jusqu'au bout, et puis les palettes. Et donc là, il m'explique, je lui fais, attends, tu travailles avec ton dossier de révision sur l'ordinateur? Il dit, ouais, on fait le dossier de révision. Puis là, il me dit, on fait le dossier de révision, après on imprime pour mettre dans le classeur, et puis après, au moment de l'archivage, on sort du classeur, et puis là, on rescanne toutes les pièces pour les avoir en PDF et en archive papier. Ok, donc j'ai compris. Alors, je lui ai expliqué comment je fonctionne, moi, depuis 15 ans. Comme on utilise le dossier de révision, alors vous aurez noté que du jour au lendemain, je les ai passés du tout papier au dossier de révision. Pour ça que c'était un petit peu chaud au début. Dossier de révision assisté par ordinateur, c'est simple, le dossier de révision, il est fait. Donc, comme il est fait et que moi, je travaille qu'à l'ordinateur, il n'y a aucune impression qui est réalisée derrière, parce que quand vous imprimez, vous imprimez, vous allez prendre votre feuille, vous allez au copieur, vous allez prendre l'autre feuille, vous allez trouilloter, mettre dans le classeur, mettre dans d'autres documents. Donc, c'est du temps qui est passé. Et puis après, vous aviez l'archivage. Nous, à l'époque, quand on était papier, l'archivage, c'était grosso modo une centaine d'heures. Donc, pour une centaine d'heures d'archivage, enfin, pour faire simple, grosso modo, c'est une journée par collaborateur. Donc, moi, depuis 15 ans, je n'ai pas d'archivage. Donc, ça veut dire que c'est une journée de travail par collaborateur qui a été économisée. Donc, en 15 ans de temps, pour les collaborateurs qui sont là, ils ont pu avancer 15 jours le boulot. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais des exemples comme ça, vous en avez plein. Le juridique, et je vais accélérer parce que finalement, je parle tellement que je ne vais pas arriver jusqu'au bout. Le juridique, pareil, il y a 3 ans, j'ai eu le départ de ma collaboratrice qui s'occupait du juridique. Alors, trouver quelqu'un pour faire du juridique à temps partiel en zone très rurale, c'était compliqué. Donc, alors, je n'ai même pas cherché. Donc, j'ai repris le juridique sur moi, 400, 500 heures de boulot. Et donc, mais j'ai regretté. Alors, pas de reprendre le juridique, j'ai regretté de ne pas m'être intéressé au fonctionnement 10 ans avant. Pourquoi? Parce que je ne m'y suis pas intéressé, parce que Brigitte, pour ne pas la nommer, elle faisait le boulot, tout était fait, c'était carré, clac, clac, clac. Sauf qu'effectivement, comme je me suis retrouvé devant une contrainte, il fallait que je réussisse dans mon agenda à placer 400, 500 heures de boulot de production. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé en dépôt électronique sur infogreffe, en signature électronique. Surtout. Et donc, j'ai bien fait parce qu'en plus, le Covid est arrivé. Donc, le 1er mai 2020, j'ai fait signer électroniquement ma première SCM à des clients et qui a été déposée électroniquement sur un infogreffe. Au greffe, ça a été accepté. Donc, désormais, toute création, maintenant, tout se fait électroniquement. Vous faites les créations de sociétés électroniquement, tout est déposé. Vous déposez, le jour d'après, vous avez le cabis. Le cabis, il arrive par mail, génial, vous l'envoyez directement dans la gel. Vous le reroutez au client. Donc, vous avez pu d'envoi papier, alors qu'avant ma collaboratrice, on recevait les documents du greffe, papier, donc derrière, on les prenait, on envoyait un courrier au client par la poste avec son cabis, nous on scannait, enfin voilà, il y avait tout un travail. Donc réfléchissez, et je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais dépasser le délai, réfléchissez effectivement à vos méthodes de travail pour effectivement les simplifier et aussi les adapter à vos outils. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on travaillait de telle façon, et après, avec l'outil, effectivement, ce qu'il est capable de faire, on s'organise différemment. C'est l'exemple que je vous ai donné pour la TVA en automatique. Les CA12, par exemple, grâce au module de TVA automatique du logiciel, on fait la CA12 comme ça, et mon contrôle de TVA est fait, puisque derrière, le logiciel, il fonctionne, contrôle basse fois taux et tout ce qu'il y a à faire. Donc, je ne vais pas m'amuser à refaire un document supplémentaire qui ne va rien apporter, pas de valeur ajoutée, mais qui va prendre du temps. Voilà. Donc, je ne répondrai pas à la question quel logiciel comptable j'utilise, parce que ce n'est pas une histoire de logiciel, c'est une histoire de méthode de travail. Parce que je discute avec des confrères, des consoeurs qui ont d'autres logiciels, qui ont des super bons. J'ai parlé de Quadra que je n'utilise plus, mais qui est très bien comme logiciel. Peu importe le logiciel, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Si vous avez défini vos méthodes de travail, que tout le monde travaille de la même façon, que vous avez essayé de simplifier au maximum les relations, l'arrivée des pièces,
Enfin voilà, il y a tout un travail à faire. Que vous avez travaillé votre clientèle, parce que je parlais de cadrer les clients et travailler le chiffre d'affaires, j'ai mis des clients dehors. Il y a des clients 15 000 euros d'honoraires, j'ai mis dehors des clients à 30 euros de l'heure. J'aurais proposé de doubler les honoraires, ils ne voulaient pas, ils sont allés voir d'autres cabinets qui étaient aussi chers à 30 euros de l'heure ou moins chers. Moi, ça me va très bien. Je récupérerai les bons clients. Donc, je ne cherche pas à avoir le plus de clients. Donc, il ne faut pas hésiter aussi. Effectivement, les clients, on n'est pas marié avec eux à vie, donc il ne faut pas hésiter à se séparer de clients ou à ne pas accueillir de nouveaux clients. Alors, effectivement, ce n'est pas dans notre culture, ça nous fait mal, mais vous verrez, de toute façon, vous ne gagnerez pas moins parce que vous allez rattraper, vous avez de quoi produire. Il faut taper dans la butte pour rattraper le retard que vous pouvez avoir. Alors, donc, question à quel rythme je demande aux collaborateurs où ils en sont dans le travail, je leur demande à chaque fois que je suis au cabinet. C'est-à-dire que là, je vais être absent du cabinet pendant une semaine, donc je ne vais pas leur demander, mais je vais suivre. Alors, je suis un malin, entre guillemets, enfin, vous le faites aussi, je suis la saisie des temps. Alors, pareil, chez moi, la saisie des temps, elle est faite au jour le jour. Elle n'est pas faite avec un mois de décalage ou un an de décalage. C'est que les collaborateurs, ils saisissent au fil de l'eau les temps. Ce n'est pas compliqué. Il suffit d'avoir le module qui soit ouvert et ça ne demande pas beaucoup de temps, plutôt que de faire, effectivement, je note sur mon calendrier ou autre chose et après de ressaisir. Là, vous faites 2 fois le travail. Moi, faire 2 fois le travail, je ne connais pas, j'aime pas ça. Depuis toujours, j'ai dit à mes collaborateurs, soyez feignants. Le premier discours que je leur ai fait, soyez feignants. Ils m'ont regardé avec des gros yeux parce que très clairement, on n'était pas dans la fainéantise. Mais quand je leur dis soyez feignants, c'est réfléchissez comment vous simplifiez la vie, comment finalement ce qui se faisait en 5 heures, le faire en 2 heures. Et je leur dis tout le temps, il n'y a pas de mérite à faire en 10 heures ce qui peut être fait en 2 heures. Donc, on lève le nez de son clavier et on réfléchit. Au niveau des méthodes de travail, je vous invite à relire nos normes de travail, parce que dans nos normes de travail, il n'est pas indiqué qu'on atteste l'exactitude des comptes annuels, mais qu'on n'a pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance. Et quand vous lisez nos normes de travail, on est sur le côté significatif, on n'est pas obligé de regarder tous les comptes. Voilà, donc, tout le travail que j'ai fait avec nos collaborateurs, c'est de leur dire de ne pas être au centime, effectivement, s'il manque des pièces, tout ça, c'est pas un drame. Effectivement, c'est pas un drame. Voilà, cohérence, vraisemblance, parce que ça, c'est le truc classique. Ils vont demander la facture Orange qui est prélevée à 15 balles, tout ça, et puis derrière, le stock qui fait que le stock qui est faux, vous avez une marge, vous avez 10 points de moins. Ou 20 points de moins, tout va bien, ils sont contents, ils ont passé le stock, mais ils n'ont pas regardé les comptes. Par contre, moi, effectivement, là, dans le dernier dossier auquel je pense, moi, ce qui m'intéressait, c'était le stock. Il manquait 3 fois rien. Le client avait juste oublié, il m'avait annoncé 8 000 euros de stock, il avait juste oublié 22 000 euros de stock supplémentaire. Donc, en réalité, il y avait 30 000 euros. Alors, vous pensez bien que la facture Orange à 30 balles, moi, je m'en fous. Elle est prélevée. Si le client ne nous la donne pas, on ne récupère pas la TVA et puis point barre. Voilà, donc tout ça, c'est à réfléchir effectivement dans les méthodes de travail. Donc, je répète que je ne répondrai pas à mon logiciel de production. Il n'y a aucun intérêt à cette question-là. De toute façon, des logiciels de production, il n'y en a pas 36 sur le marché. Et donc, pour répondre au running gag de la saisie des temps, c'est pareil. Quand je parlais de cadrer les clients, mais c'est définir les méthodes de travail et les collaborateurs. Moi, les collaborateurs, quand je parlais d'une main de fer dans un gant de velours, c'est je leur explique et je leur demande de faire et je leur explique effectivement pourquoi. Donc, je vais continuer à avancer parce que je vais vous tenir jusqu'à 11 heures. Je reviendrai sur les collaborateurs. Le service social est internalisé. Je n'ai pas éprouvé le besoin de basculer sur le logiciel le plus connu actuellement du marché parce que on envoyait en masse les DUX et on envoie en masse les DSN. Les DADS, on appuyait sur le bouton, on balançait sans déclaration et donc on avait un outil qui permettait d'industrialiser la chose. Et on a beau utiliser le logiciel numéro 1 sur le marché à l'heure actuelle, si on n'a pas fait les paramétrages qui vont bien et les automatismes, on restera à travailler comme on travaillait avant. Donc, maîtriser les outils de production, ça revient, alors j'en ai parlé, module TVA, ou autres, tous les outils. Alors, quand je dis maîtriser, c'est vous en tant qu'expert comptable. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on ne maîtrise pas l'outil, le collaborateur, non, l'outil ne permet de pas faire ci, il permet de faire ça, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça.
Moi, j'utilise moins l'outil que mes collaborateurs, mais je le connais mieux qu'eux. Je sais ce qu'on est capable de faire. C'est moi qui les dépanne quand il y a ci, il y a ça à faire. Et donc, ils ne peuvent pas me rencontrer de choses. Donc, que ce soit pour la compta ou que ce soit pour le social ou pour le juridique, je sais ce que l'outil est capable de faire, ou tous les outils qu'on utilise. Et donc, derrière, ça me permet aussi de leur montrer, parce que tout ce que j'ai pu mettre en place depuis 15 ans, je ne leur ai pas dit, allez hop, il faut mettre en place ça. J'ai une associée qui me dit, quand je parle tiens, du webinaire que j'allais animer, il me dit, tu devrais venir sur notre site pour le faire. Et donc, elle me dit, moi, je ne comprends pas, mes collaborateurs, quand je leur dis de faire, ils ne font pas. Mais la problématique, c'est, tu as dit aux collaborateurs, mais le seul problème, il faut les prendre en main, tes collaborateurs. Il faut leur montrer. Parce qu'effectivement, nous, on voit ça avec notre vision. Ouais, on est expert comptable, donc potentiellement, on a un cerveau qui travaille un petit peu plus vite que nos collaborateurs. Et ce n'est pas leur faire injure, c'est comme ça, on n'y peut rien, on a travaillé et c'est comme ça. Tout le monde n'est pas Roger Federer ou Rafael Nadal ou pour pas s'en mettre en moins de 10 secondes. Et voilà, il y a l'entraînement, c'est sûr, mais il y a aussi la nature qui fait que ces personnes-là, elles ont reçu un don, elles ont les muscles qui vont bien, elles sont plus rapides que d'autres dans certains domaines. Voilà. Et donc, effectivement, si on dit aux collaborateurs, il faut faire, voilà, mais derrière qu'ils n'ont pas le recul, ils n'ont pas le cerveau qui est câblé comme il faut pour atteindre ce qu'on leur a demandé, ça ne marchera jamais. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'il faut que vous maîtrisiez les outils pour pouvoir apporter la bonne parole et former vos collaborateurs pour leur dire voilà comment on doit travailler. Et comme ça, ils vont voir leur intérêt. Parce qu'effectivement, je vais revenir 15 ans en arrière. On bascule Quadratus après Cisco. Si j'avais écouté les collaborateurs, le logiciel était bon à acheter. On arrive au mois de septembre de cette année-là. Je leur dis maintenant, on va mettre les écritures de banque qui vont arriver parce qu'on en était toujours à l'époque où on saisissait les relevés bancaires. Donc, on va mettre les écritures de banque qui vont merci Eric, tu me fais rigoler, qui vont, oui, on va mettre les écritures de banque au mois de septembre. Donc, les écritures de banque, avec, à l'époque, c'était BAC, maintenant IBIX, enfin, peu importe. Et donc, effectivement, alors je peux vous dire, les collaborateurs m'ont regardé, j'étais Satan. Ils se sont dit, mais il nous a fait souffrir là pendant 6 mois, mais qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Donc là, très clairement, j'ai senti effectivement de la défiance et je ne vais pas aller jusqu'à la haine, mais ils n'étaient pas pour. Sauf qu'effectivement, 1 an après, je leur ai posé la question, alors, là, le logiciel, il était super, et puis ce qu'on avait mis en place, c'était extraordinaire. Mais tout ça, c'est effectivement, c'est un accompagnement. Il faut accompagner effectivement les collaborateurs. Et donc, pour pouvoir les accompagner et prêcher la bonne parole, il faut maîtriser, enfin, de mon point de vue, il faut maîtriser les outils parce qu'effectivement, on dit, ouais, il y a qu'à faire, faut faire ci, faut faire ça, c'est facile, hein, moi le premier, tu fais ci, tu fais ça, de faire, on va dire, celui qui donne les ordres, et puis après moi, gagne que pourra, et puis après, on va gueuler auprès des collaborateurs en disant, vous n'avez pas fait ça, vous êtes des brels, voilà, des moins que rien. Il faut se détendre. Faut montrer, faut expliquer. On est là pour accompagner effectivement nos collaborateurs. Donc, je vous invite vraiment à maîtriser les outils, parce que quand vous savez ce que les outils sont capables de faire, derrière, ça peut vous donner des idées pour dire, on va s'organiser comme ça, on va adapter nos méthodes de travail, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Alors, hop, on va arriver à la partie, un point hyper important que j'ai appelé manager et ménager son équipe. Voilà, au niveau, là, quand on pose des questions, ouais, mes collaborateurs, c'est pas leur temps, mes collaborateurs, ils suivent pas les instructions et tout est lié. C'est-à-dire que déjà, il faut expliquer effectivement aux collaborateurs ce qu'on veut faire, expliquer pourquoi on veut le faire plutôt que de dire tu fais ci, tu fais ça, saisis tes temps. Voilà, mais il faut expliquer. Et là, quand je leur explique la saisie de temps, c'est pour éviter de faire 2 fois le boulot. Et donc maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Hein. La nouvelle collaboratrice qui est arrivée, elle saisit ses temps et tout le monde saisit ses temps. Nous, on clôture au 31 août. Au mois d'août, le premier jour des vacances, moi, j'aime bien, c'est faire mes encours pour voir ce que ça donne, pour confirmer effectivement le résultat. Mes encours, ils sont faits début août, alors que je clôture 31 août. Je n'ai pas à attendre début octobre pour faire les encours. Donc ça,
c'est un exemple. Mais l'autre exemple, effectivement, c'est d'être disponible pour les collaborateurs et prendre le temps, effectivement, de les saluer le matin, de leur demander de faire le point sur les dossiers, on en est où pour suivre. Et donc, finalement, je sais, et puis pour solutionner aussi leurs problèmes, puis pour leur dire, non, on fait ci, on fait ça pour ne pas perdre de temps, par exemple. Ou pour dire, je suis embêté, le client ne me donne pas les éléments. Pas de problème. Vous avez envoyé les mails, les biscuits. C'est pas un souci. Le client, quand il se réveillera, on verra si on a le temps de s'occuper de lui et puis on verra ce qu'on fait. Moi, je m'en fiche. De toute façon, les clients, ils sont facturés à l'année, ils sont facturés sur leur exercice tous les mois. C'est prélevé le mois d'après. Donc, le 31 décembre, là, qu'on n'a toujours pas fait, les honoraires sont payés. Compta social, juridique, ils sont payés depuis le 10 décembre 2021. Et là, les honoraires 2022, on est le 11 octobre. Donc, jusqu'à la facture du mois de septembre, c'est payé. Donc après, s'ils ne nous donnent pas les éléments, moi je m'en fiche, ce n'est pas un problème. Hein. Je n'ai pas de risque sur le dossier, je suis payé et on le fera quand on veut. Donc effectivement, c'est important de manager, d'expliquer effectivement où on veut aller, d'expliquer. Et donc avant chaque période fiscale, je fais un petit briefing, un peu comme dans le sport, un peu avant le match, quoi. Je suis le Fabien Galtier de mon cabinet, avec tout. Voilà. Et donc, je leur rappelle c'est quoi notre objectif, nos méthodes de travail, l'ordonnancement des tâches, ce qu'on doit faire, travailler juste. Voilà. Je ne leur demande pas de faire plus qu'il en est. On rappelle les normes de travail. Je leur dis on travaille juste, c'est-à-dire que le fait, parce que ça arrive aussi aux collaborateurs d'appuyer sur le bouton pour télétransmettre la déclaration, tout ça. Et donc, à chaque fois que ça nous arrive, je leur réexplique, je ne suis pas là en train de leur beugler dessus, hein, ça sert à rien. Moi, j'ai connu ça. Hein. Hop, on fait une bêtise, on se fait pourrir une fois, deux fois, la troisième fois, on n'en parle plus. Moi, dès lors qu'un collaborateur, il a fait une erreur, et moi, le premier, je suis capable d'en faire. Hein. Je ne vais pas vous les raconter, mais d'oublier d'appuyer sur le bouton télétransmettre, ça m'est arrivé, ça m'est encore arrivé il y a quelques mois pour un dossier dont je m'occupe. Mais donc, effectivement, c'est pas grave. Je leur dis, il y a des choses plus graves dans la vie, très clairement, il y a des choses plus graves dans la vie que d'appuyer sur un petit bouton et d'avoir oublié. Effectivement, ça la fout mal pour le cabinet. Donc, le collaborateur, voilà, ça le rassure. Et puis après, on voit comment éviter ce genre de choses. Donc, on a mis en place des procédures pour éviter effectivement ce genre de choses. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le client, il va recevoir sa relance. Derrière, on va faire la demande de remise gracieuse. Donc, le fait d'avoir oublié d'appuyer sur le bouton qui demande 5 secondes, derrière la demande de remise gracieuse, derrière, on va passer un quart d'heure, une demi-heure. En plus, le client n'est pas content, machin, on passe du temps. Voilà. Donc, travailler juste, c'est pas faire moins, pas faire plus, mais juste ce qu'il faut pour que tout soit bien. Donc, on fait un briefing de début de période fiscale pour rappeler effectivement les objectifs, ce qui va bien, toujours être positif, ce qui va bien, ce qu'on doit continuer, parce que finalement, on est à la marge. Les collaborateurs, ils font bien leur boulot. Tout ça, bien sûr, de temps en temps, il y a des ratés, mais il faut être objectif, quoi. Et donc, effectivement, toujours être positif, il faut garder cette confiance qu'on peut avoir et redonner l'objectif. L'objectif, c'est le 15 avril. Voilà, mais de toute façon, si il faut se donner des objectifs atteignables. Si on était déjà à l'arrache au 15 mai, ça va être compliqué de faire 15 avril 2023, mais Paris, c'est pas fait en un jour. Vous allez, la prochaine fois, au 15 mai, vous serez moins à l'arrache et vous finirez le 10 mai, 5 mai, puis ça va se faire au fur et à mesure. Mais on peut faire du vite très simplement. Hein. Vous virez les clients pourris, les clients pourris, et il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas, il y a pas de souci, ça va se faire effectivement naturellement. Il y a une question auquel je répondrai, combien j'ai de collaborateurs et est-ce que je fais du CAC? Parce que ça, c'est un grand classique, mais faut pas, c'est pas une question de nombre de collaborateurs et de faire ou pas du CAC. Et donc, je parlais ménager son équipe. Je vous l'ai indiqué, moi, mes collaborateurs, période fiscale, c'est 42 heures, période creuse, 33 heures. On est en modulation du temps de travail. Au bout de la fin de la modulation, il n'y a pas d'heures supplémentaires. Et pourtant, les dossiers, ils sont bien faits. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai travaillé ma clientèle. Parce que les clients qui n'allaient pas, ils sont dehors. Parce que je n'accepte pas tous les clients. Parce que, effectivement, et ça va faire le lien avec le dernier point, comme ça, je tiendrai le délai. Les clients, les clients, quand je vous ai dit cadrer, je ne suis pas obligé d'accueillir tous les clients. Donc, moi, quand j'ai un prospect, mes honoraires, c'est tant. Vous ne voulez pas? Ce n'est pas grave.
Je ne suis pas obligé d'accueillir tous les clients. J'ai de quoi m'occuper. De toute façon, je n'attends pas un nouveau client pour pouvoir vivre ou survivre. Et logiquement, si on gère bien nos cabinets, en principe, on a une rémunération qui nous permet de vivre sans problème. Et donc, effectivement, il faut travailler sa clientèle. Donc, effectivement, ces clients qui nous pourrissent tout ça, bah, on leur dit d'aller voir ailleurs. Des clients qu'on ne sent pas, bah, on ne les prend pas. Et voilà, il faut travailler. Donc, ce qui fait que finalement, la masse de travail est adaptée aux 35 heures des collaborateurs. Les collaborateurs, je les charge à 1400 heures. Donc, on est à 1607 heures en modulation du temps de travail et je les charge à 1400 heures. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez de la loi, alors je crois que c'est Hofstetter, ouais, c'est ça. Les choses prennent plus de temps que prévu. On a toujours des impondérables. Si vous chargez vos collaborateurs à 1600 heures, de toute façon, ça ne passera jamais. Pourquoi? Parce que vous avez toujours les appels des clients, vous avez toujours des choses exceptionnelles à faire. Et donc, ils sont chargés à 1400 heures. Et donc, avec le delta de 200 heures, ça permet de gérer les impondérables et les choses exceptionnelles ou des absences maladie qu'on a tous. Voilà. Et ce n'est pas pour autant qu'on s'ennuie. On continue effectivement à améliorer notre process. Et le fait d'avoir aussi du temps disponible, ça permet de gérer les travaux exceptionnels. Ah ben voilà, il y a une situation à faire. Pas de problème, ben la situation, ça sera temps. Il y a ça comme travail exceptionnel. Boum, ça sera temps également. Voilà. Et donc, quand je m'ai fixé le niveau des honoraires, après, c'est à vous de voir. Vous allez me dire, oui, mais c'est la concurrence, tout ça. Je vous dirais, attendez, de toute façon, on n'arrive pas à recruter. Donc, les salaires augmentent, hein, le SMIC, vous l'avez vu augmenter, on n'arrive pas à recruter. Donc, il faut maintenir une certaine rentabilité. Les logiciels, il y a de plus en plus d'informatique, ça coûte de plus en plus cher. De toute façon, les logiciels continueront à augmenter, puisqu'avec l'indice Syntec qui est basé, puisque les éditeurs de logiciels, bah, c'est aussi ils ont beaucoup d'effectifs, donc ça va augmenter naturellement. À vous de voir. À vous de voir quel est votre niveau d'honoraire, de se dire, bah, est-ce qu'il faut que j'ai des clients à tout prix et puis je me mets à râler pâquerette, ou est-ce que vous êtes prêt à se dire, bah ouais, je ne vais peut-être pas avoir tous les clients, mais moi, mon niveau d'honoraire, c'est tant. Et le discours, ça va être de dire, bah, vous voulez de la réactivité, de la disponibilité, des compétences. Voilà, voilà, c'est comme ça. Je prends souvent l'exemple des voitures. Pour faire un trajet, pour faire le trajet Paris-Marseille, alors il y a le TGV, ça sera moins consommateur d'énergie par les temps qui courent, et ça sera meilleur pour la planète, mais on fait un Paris-Marseille, bah, vous pouvez très bien faire votre Paris-Marseille en Dacia, ou vous pouvez faire votre Paris-Marseille en Bentley. Ah, ça vous emmènera, la Dacia vous emmènera toujours à Marseille, hein, et pareil comme la Bentley, mais après, comme on aime bien dire, c'est pas la même expérience client, la même expérience collaborateur, c'est pas le même prix non plus. Mais c'est comme les hôtels, ben, vous avez des hôtels d'une étoile et des palaces. C'est pas la même chose. Donc effectivement, à vous de voir par rapport à votre niveau d'honoraire, ce que vous proposez. Vous pouvez très bien avoir des honoraires low cost, mais qui a dit que le low cost, on perdait de l'argent, les Ryanair et autres, à 35 balles le ticket d'avion, ça vaut être du low cost, c'est pas pour ça qu'ils perdent effectivement de l'argent. Pourquoi? Parce que vous payez le ticket, mais après pour avoir votre valise, ça va être 25 ou 50 balles. Pour avoir des cacahuètes, ça sera 10 balles. Le café à 3 euros, ou je sais pas quoi. Donc, derrière, c'est payant. Quand vous allez au restaurant, que vous prenez un surplus, c'est payant. Donc, au niveau de vos honoraires, vous pouvez très bien être en low cost, mais après définir effectivement que c'est ça. J'ai un confrère, un gentil membre ECF avec qui on avait parlé de ça. Lui, dans ses lettres de mission, s'il manque une pièce, c'est 10 balles, c'est 10 euros la pièce manquante. S'il manque le relevé bancaire, c'est 50 euros. Voilà, c'est pas un problème. Le tout, c'est de caler les choses et qu'il n'y ait pas et que ça soit clair pour le client. Donc, vous pouvez très bien être en low cost, mais après, derrière, vous facturez tout ce qui dépasse. Mais on peut très bien être à des honoraires plus élevés. Moi, je veux être effectivement avec des collaborateurs qui. Parce que le problème des collaborateurs, il n'y a pas de mystère. Hein, pour maintenir la rentabilité, si on a des honoraires qui sont trop faibles, derrière, on met un maximum de dossiers. Et derrière, les collaborateurs, ils courent. Le risque d'erreur, je vous en ai parlé, travaillez juste, risque d'erreur. Derrière, risque d'usure des collaborateurs, ils s'en vont. Derrière, vous prenez quelqu'un d'autre, vous prenez un nouveau collaborateur, et le nouveau collaborateur, il se retrouve avec des dossiers en vrac, avec des dossiers qui sont en retard. Est-ce qu'il a envie de rester? Je ne pense pas. Donc, la question qu'on peut se poser globalement au niveau de la profession, c'est si on a autant de turnover, si on a du mal à recruter, est-ce que ce n'est pas lié aussi à notre façon de pratiquer dans nos cabinets?
je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ben, déjà regardez chez vous, enfin comment vous faites, et est-ce qu'on n'a pas tous notre part de responsabilité par rapport à ça. Alors on pose la question, et puis comme ça je vais en clôturer là, puisque c'était jusqu'à 10h30. On met combien j'ai de collaborateurs et est-ce que je fais du CAC? Alors je vais faire, enfin je ne fais pas de CAC, mais le CAC, on va me dire, oui, mais si tu fais du CAC, parce que j'ai des associés qui me font du CAC, bah oui, je suis pris par le CAC. On en revient toujours au même, c'est une question d'organisation. Moi, je vous ai indiqué, effectivement, sur mon année, j'ai été 32 ou 33 semaines ou 31 semaines au cabinet. Entre 8 semaines de vacances que j'ai pris, entre 3 semaines de cyberattaque, entre comment 2 semaines pour nos réunions d'associés, entre mon poste chez ECF, enfin voilà. Donc tout ça pour dire que de toute façon, en termes de production, j'ai réduit. Donc après, c'est une question d'organisation. C'est-à-dire, on ne peut pas dire je fais du CAC, mais c'est normal, mes dossiers sont en retard, je fais du CAC. Non, il faut organiser, structurer et avoir une charge de travail qui est compatible avec nos journées de travail. Parce que si de toute façon, je mets une charge de travail à 5000 heures à l'année, ça ne passera jamais, il n'y a pas de mystère. Mais ce qu'on essaye de faire, nous, c'est éviter les goulets d'étranglement. Au niveau des collaborateurs, alors j'en avais une dizaine quand j'ai repris le cabinet à l'époque, je suis tombé à, je crois, 5 collaborateurs, et puis maintenant, on est 8 au cabinet. Donc, j'ai 7 collaborateurs. Donc, pareil, OK, j'ai une petite équipe, c'est moi qui fais le management de proximité, mais même si on a un cabinet où notre objectif, c'était d'avoir 50 collaborateurs ou 30 collaborateurs, on vient au même. C'est à vous d'organiser pour, OK, j'ai 30 collaborateurs, mais ça veut dire que si j'ai 30 collaborateurs, potentiellement, j'ai 3 experts comptables pour respecter les ratios. Et derrière, ce qui veut dire qu'on se retrouve, grosso modo, avec le même ratio que moi, un expert comptable avec 10 collaborateurs pour organiser. Ou si j'ai des experts comptables salariés, ben derrière, il y a du management à faire. Et donc, pareil, si on n'explique pas à nos cadres ce qu'on veut faire, comment il faut s'organiser, derrière, on trace la route en disant l'organisation, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, eh ben, effectivement, ça sera toujours compliqué. Mais il ne faut pas, à mon sens, se retrancher parce qu'on a peu de collaborateurs. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce que je pense des rétro-plannings? Eh ben, le rétroplanning, c'est exactement ce que j'ai en place. Hein. C'est que moi, sur l'année, là, il est déjà fait pour 2023. Tout est organisé avec la production, avec les clients et le travail qu'il y a à faire. Je rebondis sur le fait, ça fait un bien fou de virer certains clients, c'est clair, parce que les clients qui ne nous respectent pas et puis qui sont ce que j'appelle les planches pourries, qui partent du cabinet et puis ils iront pourrir, je vous l'ai dit, hein, je suis assez cynique, hein, mais réaliste, vont aller pourrir vos cabinets parce que vous accepterez ces clients-là, puis moi je récupérerai vos clients. Je vous remercie d'accueillir ces clients-là. Voilà. Ah, ben, j'ai une remarque de Corinne qui met. Alors, je ne sais pas si vous voyez les questions-réponses. Hein. On avait fini le 8 mai, maintenant on va viser 15 jours plus tôt. Alors, effectivement, Eric, je rebondis en disant 8 semaines de vacances, donc dedans, j'ai inclus mes 3 semaines de ski. Mais effectivement, alors, une chose est sûre, c'est que quand je pars voilà, on est en pleine période fiscale, je pars en avril ou au mois de février, je pars avec l'ordinateur. Effectivement, pour moi, c'est des vacances parce que je peux m'adonner à une de mes passions. Mais ce qui n'empêche, le cabinet étant ouvert, je regarde quand même le soir les mails et le genre de choses, mais j'arrive à concilier les deux, c'est-à-dire faire tourner le cabinet, ça tourne et respecter les délais tout en profitant. Par contre, quand le cabinet est réellement fermé, là, ce sont les vraies vacances. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut s'organiser comme on l'entend. On fait ce qu'on veut. Donc, libre à vous de ne plus subir et de vous organiser effectivement comme vous le souhaitez. J'ai été content de vous avoir fait profiter effectivement enfin, de mes convictions et de mon organisation. À vous de voir ce qui vous plaît et puis d'utiliser ce qui vous plaira. Je suis sûr que vous avez plein de bonnes choses également à faire. Et puis un autre rappel, et c'est pour ça que je n'ai pas cité de logiciel, et ça, effectivement, avant de m'occuper de l'informatique chez nous, puisque dans notre petit cabinet, on est 18 associés, on a 300 collaborateurs, j'étais en charge et je suis actuellement de nouveau en charge de l'informatique chez nous. Et en étant au début,
quand j'étais en charge d'informatique, je me suis dit, bah oui, on appuie sur un bouton, l'informatique, c'est simple, tout ça. En fait, on s'aperçoit que c'est hyper complexe et que finalement, l'informatique ne fait pas tout, parce qu'on a beau avoir certaines personnes les plus beaux logiciels qui soient, derrière, les délais ne sont pas respectés. Donc, s'ils ont les meilleurs logiciels et que les délais ne sont pas respectés, ce n'est pas un problème de logiciel. Alors que moi, potentiellement, je n'utilise pas les derniers logiciels ou éventuellement ce qu'on appelle les meilleurs logiciels, mais j'arrive quand même à boucler au 15 avril. Donc, ce n'est pas une histoire de logiciel. Le logiciel, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors, je vais répondre aux dernières questions et puis on va arrêter. Est-ce que je définis les dates de réunion de bilan avec les clients? Non, ça, je ne le fais pas. Ça, j'ai connu ça où on perdait une journée à définir les dates de réunion de bilan. Non, ce qui se passe, c'est que les collaborateurs, je ne leur donne même pas les dates à laquelle ils doivent sortir les dossiers parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ont le programme. Enfin, ça suit. Tout suit et c'est calé, donc je ne leur mets même pas de pression. Les seules fois où je leur mets de la pression, c'est quand je vois les dossiers qui n'avancent pas, et je vois 2-3 dossiers, et qu'est-ce qui manque? Et là, je leur dis, bah, c'est bon, on va trancher, et c'est bouclé, parce que ça, ils ont encore du mal à se détacher. Et derrière, les rendez-vous sont fixés en amont. Là où je prends vraiment en amont, c'est tous les BNC médecins, enfin, voilà, où un mois avant, on fixe à l'avance les dates des rendez-vous de bilan, parce que si j'essaie de fixer la veille pour le lendemain, c'est compliqué. Voilà, donc on va s'en arrêter là. Je vous remercie de votre participation et j'ai réussi à vous maintenir parce que je vois le nombre de personnes quasiment tout le temps, donc ça fait plaisir. Et je vous remercie de votre participation parce que ça a permis de rebondir. Donc vous aurez le replay très prochainement puisque c'est enregistré. Allez, à très bientôt et ben, travaillez bien.